Allez, parfait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Nikaya Talk. Nikaya Talk, je ne sais plus combien d'ailleurs, mais bon, Nikaya Talk sur les Worlds 2024 en IPF. On va vous donner notre avis sur les Worlds de cette année, les tendances qui en émergent, ce que ça nous dit de l'évolution de notre sport, en tout cas en IPF. On va discuter de topics assez différents, un petit peu ce qui nous a marqué en règle générale sur ces Worlds, l'application des règles, des nouveautés en termes de performance, de profil aussi de performance. Puis ensuite, on va vous donner notre point de vue en tant que coach sur les matchs les plus marquants de cette édition, notamment les moins de 66, les moins de 83 masculins et les moins de 69 féminines. On a vu de très beaux matchs, des choses qu'on ne voit pas tout le temps, qui font partie de notre sport, hein, mais qui sont assez particulières. Si vous avez suivi ces Worlds, c'est top, vous êtes au courant. Si vous n'avez pas suivi, on fera un récap évidemment de ce qui s'est passé dans ces matchs-là. Et on va vous donner un petit peu notre sentiment, notre analyse sur comment les matchs ont été gérés, est-ce qu'ils ont été bien, pas très bien gérés. On va essayer d'être le plus objectif possible, hein, puisque en faisant une review a posteriori, c'est toujours simple de dire bah, ça, 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 ça. Donc on va essayer de rentrer un peu dans la peau des coachs qui étaient aussi qui coachaient les athlètes. Et forcément, on va parler, puisqu'on parle de se mettre dans la peau d'un coach, on va vous parler de la gestion des matchs de l'équipe de France. Puisqu'on est français, puisque c'est un topic qui est revenu régulièrement après les Worlds, notamment la semaine après les Worlds, ça en a beaucoup, beaucoup fait parler. Plus dans les autres pays que en France vraiment, où ça n'a pas été trop discuté, mais c'est normal quand on est inside, surtout quand on potentiellement fait partie ou on veut faire partie de l'équipe de France, on a tendance à pas trop en parler. Moi de mon côté, j'ai fait partie de l'équipe de France, j'ai fait des compètes inter, ce n'est plus le cas, donc vous aurez un peu ma double vision là-dessus. Ça répondra peut-être à certaines questions de pourquoi ça, et est-ce qu'il y a des choses qui se trament ou pas, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, je vais pouvoir vous donner ce double point de vue et Johan va pouvoir vous donner son avis d'expert de la gestion de match. Voilà, je t'ai mis le mot expert sur la tête. Waouh, je suis spécialiste. Spécialiste, expert, tous ces Tu mots mettras un petit bandeau hein, sous ma tête. PhD, Expert. bientôt master on the gestion of matches. Voilà. Bon, je te demande pas comment ça va, je sais que tu vas bien, tu as un grand sourire. Euh, un avis général d'abord sur ces Worlds de ton côté, et après on fera les trois points marquants vraiment de cette édition. Bah déjà, ces Worlds, c'est peut-être la première édition que je suis autant. Première raison, c'est que l'organisation a été beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible à comprendre. Euh, Premier jour, bah, les plus petites catégories qui passent, et puis de jour en jour, on remonte comme ça de catégorie en catégorie. Donc c'était assez simple à suivre par rapport aux années précédentes où c'était un petit peu un puzzle de savoir qui passait quand. Et je me dis que pour quelqu'un qui débarque un peu dans le powerlifting et qui veut suivre une première échéance, c'est très simple à accrocher, à suivre les Worlds, donc j'ai bien aimé. Deuxième chose, pourquoi j'ai autant regardé, c'est parce que le niveau déjà général augmente, mais qu'on avait un niveau, on va dire, dans les 5 premiers, souvent on retrouve des podiums très serrés, des top 5 très très serrés, avec une diversification on va dire, de la provenance des lifters. Donc on a vu beaucoup la Nouvelle-Zélande qui a été représentée, la Guyane, le Canada, beaucoup de pays asiatiques qui sont venus. Donc c'était vraiment assez sympa à suivre. Ouais. Et en plus, bon, on en parlera après, mais c'était une année un petit peu spéciale parce que le top 3 était qualificatif pour les World Games. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi d'autres matchs que pour la première place qui se jouaient. Donc c'était aussi intéressant. Ouais, ouais, bah ça c'est mon. Je sais pas si ça fait partie de mes trois points ou si c'est juste un point de vue général, mais ce qui m'a plu vraiment cette année, c'est que c'est ce qu'on a un peu moins retrouvé, en tout cas dans toutes les KT, que les années précédentes, où il y avait vraiment une volonté de faire une grosse perf, et pour certains profils, pas juste de se qualifier à Sheffield, ok, pas juste d'aller chercher une qualif pour un petit peu les JO de la force, le cash prize que ça représente, etc. Mais il y avait vraiment des grosses batailles justement pour arriver au top 1, puisqu'il y avait toutes les KT étaient quand même assez relevées, même celles où on annonçait des mecs gagnants presque d'avance, bah, on a vu des surprises, où on a vu des matchs plus serrés que ce qu'on pensait. Ça rejoint ton point, il y a une diversification des performances, hein. Quand on dit ça, on parle vraiment de nouvelles nations qui sont plus représentés, ou en tout cas, je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu les USA quelques années, ça a aussi
peut-être permis à certaines nations d'évoluer, ou alors juste il y a eu une évolution de ces nations-là, c'est pas relié aux USA, mais en tout cas on voit que le niveau a pas mal augmenté en, en Europe, en Asie, surtout en Asie, on a eu des belles surprises. Voilà, c'est des choses qui ont changé. Et voilà, de manière générale, j'ai été vraiment content de revoir des Worlds qui étaient compétitifs sur toutes les KT, où tu prenais plaisir à regarder toutes les KT, ce que ça faisait depuis le Covid, où c'était pas forcément le cas en Open en tout cas. Je dis bien en Open, c'était pas forcément le cas tout le temps, quoi. Donc, avis général, ouais, sur ça, c'était top. C'est rare que moi que je regarde les compétitions full and through de A à Z. Bon, je n'ai pas tout regardé non plus, j'en ai regardé pas mal en rétrospective, mais, euh, mais c'était assez agréable de ce point de vue-là. Donc déjà, pour cadrer, déjà c'est des très bons Worlds. Je sais pas si je vais mettre un titre putaclic ou une miniature putaclic. En mode, c'est les pires Worlds, j'avais fait, tu vois. Donc je vais tout de suite cadrer. Euh, on a, on a passé un très bon moment devant ces Worlds et ça annonce vraiment de belles choses pour Sheffield. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, 3 points particuliers pour toi, Johan, sur ces Worlds. Le premier, c'est le retour de la team USA. Quasi au complet. Il y en a peut-être quelques manquants, on en parlera peut-être après, mais retour de la Team USA, retour des grands favoris, en tout cas qui se présentaient comme les grands favoris dans toutes les KT. Et dans toutes les KT, on a eu au moins un contender pour le titre. Donc c'est vraiment la première nation au monde qui revient. Donc c'était marquant de voir que il y a une pseudo-hiérarchie qui s'est installée depuis 3-4 ans, depuis la séparation de l'USAPL et l'IPF. Du coup, ça a un peu tout chamboulé, donc c'était assez sympathique à regarder. Autre point, je les ai un petit peu évoqués, hein, mais je vais pas me répéter sur voilà, la diversification des lifters, les World Games pour moi qui ont pris beaucoup de place. Là, on va rentrer un petit peu dans le dur, mais les matchs de l'équipe de France, c'est vrai que pour nous Français qui ont toujours pas mal de matchs à haut niveau et encore plus d'enjeux avec les World Games. On a été déçus sur plusieurs matchs et c'est principalement les matchs qu'on va décortiquer ensemble. Donc ouais, Ok, voilà ok, pour ok. de mon côté. Ouais. Ouais, bah, moi de mon côté, j'ai des points qui sont assez similaires. Donc déjà celui des USA, retour des USA, c'est extrêmement... bah, ça a été la nation la plus forte sur cette compétition déjà. On s'y attendait un petit peu, il y a eu des surprises aussi, mais voilà, on s'attendait à ce qu'ils performent et ils sont revenus presque, je dirais même presque plus dominants que ce qu'ils étaient avant, hein, puisqu'ils ont bien entretenu leur circuit de leur côté, avec l'USAPL qui avait pris pas mal de place pendant 3 bonnes années, voire même 4 années, plutôt même 4 années, où ils ont gardé leur niveau de performance, hein, leur circuit interne était très performant. C'est pour ça aussi que je dis que je suis content de voir des Worlds où c'est compétitif de A à Z, c'est parce que tout le monde était de retour et il n'y avait pas de truc à se dire, bah voilà, en USAPL par contre ça a fait mieux que le champion du monde, etc. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc là, c'était ça qui était marquant. Deuxième point, un petit peu l'application des standards, des règles, où de temps en temps c'était. C'est juste qu'il n'y a pas de constance. On va revenir dessus hein, dans les matchs, etc. Mais il y avait un certain manque de constance, je trouve, dans l'application des règles. On l'a vu au bench. Pas beaucoup de gens en ont parlé, mais moi j'ai vu aussi au niveau du soulevé de terre. Alors ça ne veut pas dire que je dis soulevé de terre, ça aurait dû être plus dur, etc. C'est plus strict. C'est juste que je vois des asynchronies entre les compétitions, mais bon, c'est pas non plus un point extrêmement dérangeant. Et oui, le troisième point, effectivement, il y avait la gestion de certains matchs de l'équipe de France. Je suis d'accord avec toi, mais moi, mon troisième point, ce serait vraiment l'aspect de nouvelles têtes constamment dans ce sport qui évolue en permanence, hein, qui est voué à évoluer, il est jeune encore. Et ça ouvrira aussi un peu la question de quand est-ce que les performances vont arrêter de monter, ça je sais pas. Mais en tout cas, des nouvelles têtes, des nouvelles nations, de nouveaux continents même qui commencent à être plus dominants dans ce sport, pas forcément ultra représentés de partout, mais en tout cas sur certaines KT qui deviennent dominants avec toujours en trame de fond, je ne sais pas si j'en ai déjà discuté dans les podcasts, j'ai l'impression que c'est aussi une chose qui revient souvent dans ce que je dis, mais c'est vraiment le fait que les gens deviennent total spécialistes plus que spécialistes d'un mouvement. Voilà, là on devient un sport commence à être bien structuré, où on peut pas, entre guillemets, on peut pas juste être spécialiste d'un mouvement, où il y a vraiment besoin d'être performant de partout, et voilà, s'il y a une surperformance sur un mouvement, top, mais on peut pas être trop drastique sur j'ai un tel mouvement, mais j'ai un tel mouvement qui est tout pourri. C'est plus trop possible pour le top 3, top 5 maintenant. Après, je sais pas, s'il faut plus tard,
Plus tard, ce sera cyclique, hein, s'il faut, on retrouvera des monstres dans 5-10 ans, peut-être on Mm. retrouvera des monstres du soulevé de terre qui, eux, un peu comme un Enaoro en moins de 93 ou 83? 3. 83. Oui, bah oui, en moins de 83 forcément. Hein, il était quatrième. Voilà, bon, voilà, si lui un jour il fait 4,50 au deadlift et que toute la compétition fait 3,50, ouais, effectivement. Puis bon, mais bon, dans tous les cas, là on voit que ça s'équilibre un petit peu dans ce sport, il y a plus de compétitivité. Et ça c'est cool. Bon, bah, qu'est-ce que ça nous dit sur notre sport, tout ça? Est-ce que tu as, un point de vue général ou pas spécialement? Bah, j'ai l'impression que le sport se professionnalise de plus en plus. Alors, pas de la manière des gens sont payés, etc., des contrats, des métiers, mais en tout cas, dans la capacité à exécuter, on va reparler de l'arbitrage, euh, j'ai trouvé de plus en plus de lifters qui étaient habitués à exécuter, qui savaient ce qu'ils devaient faire. Il y a eu très peu d'essais loupés, et souvent, bah, c'est plutôt une lubie d'arbitrage. J'ai l'impression qu'il y a une lubie par année. Cette année, c'était plutôt au bench. Les années précédentes, il y avait eu le squat avec les gens qui étaient un petit peu en French low bar, barre très basse, beaucoup d'inclinaison du buste. Là, on les sanctionnait direct. J'ai pas l'impression que voilà, c'est plus un sujet. Tu parlais à juste titre des lock au deadlift. Ça, j'ai l'impression que ça y est, c'est un petit peu passé, du coup on les regardait plus et que il y avait des deadlifts qui sont validés qui me semblaient très très limites et que la ligne d'épaule passe pas derrière la ligne de hanche. Voilà, donc niveau général des lifters dans l'application et dans l'exécution de tâches, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et du coup, ça plus euh, les gens qui deviennent total spécialistes, ça fait des matchs de plus en plus intéressants et du coup l'aspect stratégique prend de plus en plus de place dans un sport qui est ultra 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 physique. Du coup, ça devient super intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi sur la standardisation, hein. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'arbitrage où, voilà, comme tu l'as dit, chaque année, chaque même compétition, j'ai envie de te dire, par rapport à la compétition d'avant, ce qu'on a vu d'Europe à Worlds, on sent que les mecs ils se réunissent autour d'une table et ils se disent bon ça on veut plus voir, ça on veut voir, etc. J'ai l'impression que ça ce sera toujours constant dans notre sport, hein. Étant donné que c'est un sport vraiment très statique, bah forcément les règles de jugement, même si elles ne changent pas, hein, en somme les règles, bon, à part au bench il y a un an, mais sinon les règles de jugement n'ont pas spécialement changé. Par contre, les politiques d'arbitrage, elles changent vraiment et c'est toujours curieux à voir, quoi. C'est comme tu l'as dit, il y a des deadlifts, celui de Perkins, notamment que je trouvais bon, voilà, bien, hein. Moi, c'est pas la question. Ça, c'est vrai que c'est un sujet aussi parallèle, mais on avait tendance souvent à trash talker les standards des Américains. Bon, le fait est que sur cette compétition-là, j'ai pas vu de problème de standard particulièrement chez les Américains. On les a souvent trash talkés sur leur capacité à exécuter vers entraînement, voire même championnat national versus l'international. Franchement, cette année, c'est vrai qu'on avait déjà discuté ensemble, mais il y a des différences, mais pour moi, c'est des différences qu'il y a chez tous les lifters. Voilà, quand tu fais ta performance repère, tes meilleurs perfs picking ou dernière compète, bon, c'est ton 100%. Ouais, il y a des mecs qui sont trouvés à 98-99% de leur total. Mais bon, ça, les gars, la performance, ça se joue à plein de choses et il y a plein de raisons qui peuvent te faire perdre 1-2%. Il n'y a pas eu de drop infâme de total. Donc ça, franchement, c'est un sujet, j'aimerais bien qu'on n'en passe pas trop de temps dessus parce que je sais que les gens, ils sont absorbés par ouais, les USA, ils sont pas bien au niveau des performances, il y a des deltas énormes et tout. Il y en a, mais pas trop non plus. Enfin, en tout cas, c'est pas lié à l'arbitrage trop sur cette compétition-là. Je dirais que c'est plus lié à leurs conditions d'entraînement, peut-être le voyage aussi, on avait discuté. Ça peut être lié à ça, mais c'est pas une nation hors sujet sur les standards, je pense. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Ouais, ouais, totalement. Sur quelques cas individuels, là, il n'y a rien qui me choque plus que les autres, en fait. Hmm, Du coup, ça devient un terrain individuel, chaque cas est à traiter individuellement, donc ouais, hmm. c'est plutôt cool. Donc c'est vrai avant on avait vraiment l'habitude de voir un gros delta. Tu vois. Ça c'est vrai. Il y a les raisons que quand ils étaient en USAPL, les critères de jugement ils étaient un peu plus tranquilles. On l'a vu, il y a des lifters qui ont perdu une vingtaine de kilos. Mais encore une fois, 20 kilos sur 832 total, c'est pas non plus. Pas non plus. Enfin ça va, le mec il était sur son meilleur niveau quoi qu'il arrive, quoi. Euh, Mhm. il a pas perdu. Quand on passe à 30, 40, 50 kilos total, bon, pour cette catégorie-là, là on peut commencer à discuter. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a un background, il y a une histoire de
jugements qui n'étaient pas les mêmes aux USA versus en Europe, avec cet esprit un petit peu olympique qui était souvent un peu névrosé sur la technique, sur à quoi ça doit ressembler, et puis surtout le jugement, l'arbitrage de manière générale. Là, cette année, je trouve que c'est moins la question. Puis il y a d'autres variables aussi, hein. Les Américains, ils n'ont pas le même système que nous, c'est pas le système métrique. Donc parfois, ça s'entraîne sur pound plates. Ça joue aussi. C'est aussi des gros showman. Donc bon, il y a le côté arbitrage qui rentre là-dedans, mais il y a le côté aussi entraînement. Le style d'entraînement, l'utilisation de straps, l'utilisation encore une fois de pound plates, de poids pas calibrés, etc. Et encore une fois, on ne peut pas faire une généralité sur un pays qui est aussi grand que les USA, tu vois. Il y a le système métrique, il y a leur fédération nationale qui était peut-être un peu plus soft, mais franchement, c'est moins important que les autres années. Moi, les autres années, 2019-2018, quand je commençais vraiment la FA que je suivais activement, je voyais quand même des gros différentiels et c'était ouais, un peu choquant. Là, c'est plus trop le cas. Puis de toute façon, ça se voit que c'est pas trop le cas parce qu'ils ont raflé toutes les médailles, les mecs. Donc, enfin, pas toutes, hein, mais en tout cas, là où ils devaient bien placer, ils ont toujours bien placé, hein, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, bon, on a fait un peu le tour sur l'application des règles. Tu voulais parler un petit peu. Bon, on va commencer par les matchs. On va peut-être sortir les scoreboards Ouais, ouais. devant les yeux. Ce sera plus pratique. Est-ce que tu veux peut-être introduire le premier match? On commence par les 66. Ouais, on commence par les 66. De mémoire, c'est la première fois que je vois un podium du coup avec le même total exactement. Donc j'ai jamais vu ça. Donc pour résumer, donc on avait le Thaïlandais qui a gagné du coup contre l'Américain Jonathan Garcia et le Français du coup The Panache, Panayotis Tarinidis. Et du coup tous les trois ont fini à 707,5, c'est-à-dire à 2 kilos du record du monde. Donc la performance relative, elle est énorme en termes de compétition. Et la performance absolue, si tu compares au record du monde, c'est absolument Ouais. énorme aussi. Donc match très sympa à suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient tous des points forts un petit peu différents. Et, ouais, Ouais, parce mais tous des qu'on points forts attaque direct différents. avec le déroulé du Mais match. ouais, donc on a le top 3, 707,5 partout, 3 kilos du World Record, comme tu l'as dit. C'est surtout, comme tu l'as dit, hein, c'est l'aspect stratégique vraiment qui a fait basculer ces matchs. On a des lifters comme Jonathan Garcia qui valait peut-être plus, peut-être Pana aussi, mais bon, il était sous une blessure, enfin une douleur en tout cas au niveau lombaire, donc ça influence. Et potentiellement le Thaïlandais, alors je n'ai pas trop scouté son Instagram, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas non plus beaucoup d'informations sur sa performance, à part son deadlift qu'on savait être vraiment très performant. Et je pense vraiment que c'est la gestion des matchs qui a fait la différence ici. Au-delà du top 3, on avait quand même un top 6 qui était très compétitif, c'est-à-dire qu'on a 20 kilos, pardon, on a 20 kilos de différence entre le top 1 au final, hein, le top 3, mais le top 3 c'est le même total. On avait 20 kilos de différence entre le top 6 et le top 1 au final, donc c'est pas mal. 10 kilos de différence du top 3 du top 6 au top 4. Ce qui veut dire qu'au global, il y a même 7 lifters qui auraient potentiellement pu prétendre à la première place ce jour-là. Ce qui fait déjà relativiser les performances, hein. Quand je vous entends dire je suis déçu d'un tel, je suis déçu d'un tel, les gars, là le top 7 il s'est joué à 22,5 kg, on avait 7 lifters très compétitifs. C'est pas une anomalie, mais c'est très rare qu'on arrive à avoir tout le monde au même total. Alors après, il y a des raisons qui l'expliquent, hein, c'est pas chacun s'est entraîné de son côté, puis ils ont tous sorti 707,5. Ils ont matché les uns contre les autres, ce qui les a amenés du coup à faire le plus petit pas possible pour la gagne. Mais c'est quand même assez rare, ça s'est joué à la gestion du poids de corps au final. Donc déjà, tout le monde, enfin tout le top 7 était très compétitif sur cette compétition-là. Euh, et bah oui, on peut rentrer directement dans les matchs, notamment au squat, où bah, le highlight, ça a été effectivement une certaine sous-performance du côté du français Pana. Euh, ouais, est-ce que tu veux introduire là-dessus? Moi, je trouve pas tellement que ce soit une sous-performance. Alors, j'ai pas toutes ses performances en tête, mais à Sheffield, je me rappelle qu'il avait ouvert à 2,40, pareil, et qu'il avait fait un jump à 252, et du coup qu'il était resté sur son opener. Là, il a fait un jump un petit peu plus classique, donc à 247,5, ce qui lui permet de rajouter 7,5 kg sur le subtotal, on va dire.
par rapport à Sheffield. Donc en soi, c'est plutôt une bonne performance sur ce qu'il a sorti récemment. Est-ce que c'est les meilleurs choix à faire au squat? C'est vrai qu'il a une habitude d'ouvrir assez haut et du coup, ça lui laisse très peu de marge de manœuvre puisque même sa barre 240, elle est quand même ultra taxante. Alors après, comme il ouvre toujours très très haut et que c'est quelqu'un qui a une intensité d'entraînement assez élevée, on va dire que de 40, je sais pas combien de fois il a fait, mais il a dû la faire 20 fois, 30 fois, donc il a quand même pas mal de repères dessus. Euh, donc moi je trouve pas que ce soit quelque chose de raté, vu Ouais. sa situation. Bah, je dis sous-performance par rapport à son niveau global sur l'année où on le voit souvent entre 2,55 et 2,60. Ouais, Voilà, après ça s'explique sûrement peut-être par sa blessure. Effectivement, c'est vrai que 240 pour le coup, je dirais pas non plus que qu'il vente ou qu'il pleuve, il la passe parce que il y a aussi la question des standards et il a été confronté à des problèmes sur les standards. Bon après il a fait d'autres compétitions depuis qui lui ont validé que ses standards étaient corrects. Donc bon, c'est juste une petite sous-perf par rapport à l'entraînement, mais ça va. Sur les autres matchs de squad dans le top 3, on a eu un match qui était beaucoup plus chaotique. On a eu un deuxième essai raté pour Jonathan Garcia à 2,62,5 en deuxième essai. Donc après un jump qui était tout à fait correct, il ouvre à 2,50, zone safe, 2,62,5 derrière qu'il rate et il retente plus par-dessus. Les Américains ont beaucoup trash-talké les choix des Français en termes de montée, etc. Bon, c'est vrai que c'était du deuxième au troisième. Tu prends beaucoup moins de risques que si c'était le premier essai que tu avais raté. Mais c'est quand même un gros risque de monter à 7,5 au-dessus. Il ne faut pas le banaliser parce que s'il ne l'avait pas passé pour X ou Y raison, en fait, on aurait pu dire la même chose à ce niveau-là. C'est un choix qui est soit couillu, soit très con. Et dans tous les cas, il y a con dedans. Donc il faut aussi relativiser. Là, le match, il aurait pu être perdu à ce niveau-là pour Garcia s'il n'avait pas passé de 70. Donc déjà un match un peu plus risqué. Euh, Bon, après, voilà, en plus de ça, faut dire qu'il a le meilleur squat de la compète de 15 kilos près, à la fin, à 15 kilos près. voilà, c'est ça, c'est que le mec a tout joué sur son point fort dès le début, sachant qu'il avait déjà passé sa première barre. C'est bon, c'est un choix stratégique. Dans son cas C'est peut-être pas ce qu'on aurait fait, perso, mais ouais, mais après, dans son cas perso, il y a vraiment beaucoup de problèmes au terre, on va y venir. Et là, ouais. pour le coup, c'est limite justifiable de dire, bah voilà, là, fallait jouer le tout pour le tout. Puisque, bah, justement, s'il reste sur. Après, la quête de 62,5, il prend un petit avantage, mais l'avantage comparatif, il n'est pas assez par rapport à son terre qui est, en le connaissant, est vraiment trop bas. En tout cas, trop incertain, on va dire. Et on l'a vu plus tard dans le match. Non, le match parfait, je pense, il a été géré par le premier, hein, par le Thaïlandais Katem Sand. Donc deux delta déjà entre son ouverture et son troisième essai. On passe de 35 à 2,55. Donc déjà, c'est hyper perfect, j'ai envie de te dire. Hein. Tu ouvres à 20 kg de là où tu vas finir. Tu finis sur 3 sur 3. Très bon match. Il sait qu'il a un squat en plus qui le place bien. Il y a pas mal de lifters qui se situent entre 2,45 et 2,50. Il prend son avantage dessus. Et forcément, vu qu'on a un Jonathan Garcia qui lui avait fail son deuxième essai, avec 2,55 en fait tu passes devant lui, c'est plutôt pas mal. C'était un très bon match. Hein. Globalement, c'est celui qui a jusqu'au soulevé de terre le mieux géré son match. Hein. Il y a une petite interrogation sur le terre, mais voilà. Mais lui, il a plus ou moins bien géré son match. Derrière, sur les benches, bon bah là, sur les benches, il n'y a rien à dire. C'est du 3 sur 3 pour tout le monde. Tout le monde a fait des choix relativement modérés. Je dirais peut-être un peu plus agressifs pour l'américain. Je sais pas si tu avais des points, toi, plus à dire. Ouais, ouais, 17 kilos d'écart entre ton premier et troisième essai au bench, ça fait beaucoup. Là, pour le coup, si on peut faire la comparaison avec la stratégie au squat de Pana, c'est vrai que ça correspond beaucoup plus d'avoir 10 kilos. Donc, pour rappel, il a ouvert à 165, puis 172 et demi, puis 175. Le fait d'avoir des barres beaucoup plus serrées au bench, c'est une stratégie un petit peu plus classique parce qu'au bench, tu as besoin d'avoir beaucoup plus de repères euh, proches de la deuxième barre en fait. Donc, ce qui est pas, tu peux pas faire comme au squat et avoir 20 kilos d'écart. Euh, le delta est vraiment énorme. C'est presque exponentiel inverse, quoi. Tu as besoin d'ouvrir assez proche pour avoir beaucoup de repères et pouvoir choisir Hmm. tes essais comme il faut. Donc là-dessus, c'est plutôt bien Bon, après, joué. Et c'est toujours à relativiser. donc 175, c'est Si vraiment tu as pile 300 poil au son squat, max. si t'as 300 au bench, bon, c'est toujours différent. C'est à relativiser. Les jumps, c'est pas précis, mais c'est propre à la KT.
Oui, là, c'est sûr que c'est des Hmm. petites Ouais, catégories, ouais. mais globalement, Ouais. Bon, mhm. globalement, c'est ça, quoi. Et après, du coup, attaque le Attends, match moi j'avais un au truc à dire deadlift sur qui, le lui, bench, est c'est que un peu plus quand bien même il y a eu chaotique. 3 sur 3 Ouais, pour Pana, dis-moi. le 172,5 était déjà bien meulé quand même, bien grindé. Effectivement, peut-être un jump à 5, sur le moment en tout cas quand j'ai vu, je me suis dit jump à 5 ce serait peut-être moins risqué de son côté. Mais à la fin des fins, bah, il s'en sort bien. Enfin, il passe quand même beaucoup d'énergie sous les barres. Effectivement, sur 72,5, un changement de Mm. matériel compétition, même si c'est le même matos avec lequel il s'entraîne, mais changement de water cutting, etc. C'était quand même assez ballsy, j'ai envie de dire, du côté de Pana, ce deuxième essai particulièrement. Tu vois. Après, bon, bah, faut bien choisir un essai à un moment. Si tu te sens en capacité de le faire, tu le fais. Mais c'est vrai que si j'avais été à cette place-là, j'aurais peut-être plus regardé un 5 kg qu'un 7,5. Mais bon, à la fin des fins, bah, ça passe, c'est cool. Mais c'est quand même bien de mentionner que vous pouvez avoir une stratégie plus safe aussi pour finir à peu près au même endroit. Quoi. Mais bon. Du coup, tu voulais passer au terre. Du coup, on attaque ouais, le deadlift. Du coup, là, c'était un match un peu plus chaotique, puisqu'ils ont tous raté au moins un essai. Deux essais ratés pour l'Américain. Donc, on démarre par l'Américain, parce que c'est celui qui a fait les choix les plus chaotiques. Donc, on l'a dit, il a un deadlift qui est assez compliqué, dû à sa morphologie, qui est assez compliqué pour un deadlifter. Donc, il a les bras courts, un torse très très C'est un court frigo. aussi. C'est vraiment C'est un une frigo, tu morphologie peux le dire, squatter c'est un et frigo. des cuisses. Ouais, C'est un mini frigo. c'est un petit frigo, Ouais, un c'est petit frigo un d'hôtel, quoi. petit frigo. Euh, Non, mais voilà, il a des problèmes avec son grip, ouais, bah, l'amplitude, tu connais, toi. il finit ses locks sur les hanches, Ah, beaucoup de et temps c'est, passé sur voilà, les cuisses, tout il ça. a du coup, il a des cuisses énormes. Du coup, il y a Sûrement beaucoup de petites mains frottement aussi, aussi des choses comme ça. entre ses mains et ses cuisses en haut grip. Donc ouais, c'est assez difficile de valider en tout cas un deadlift en compétition pour lui. Donc 252,5, il a rate en premier essai. Et derrière, là, c'est que le choix est vraiment couillu. Après avoir raté sa première barre, il a mis 2,60, donc il passe et il termine sur 2,65. Bon, Euh, il a rate de 65. voilà. Ouais. Mais qui le rate aussi. Donc au final, ça fait un 1 sur 3 en étant passé pas Ouais, très loin c'est de la clair. Franchement, catastrophe, quoi. déjà monter après le premier essai, bah, on va y venir quand on va parler aussi des matchs de l'équipe de France. Mais encore une fois, Jonathan Garcia, c'est un peu l'antithèse de tout ce que les coachs américains ont un peu développé sur leur réseau la semaine Mm. après les Worlds. C'est que là, enfin, quand tu vois son match, tu peux pas dire big brain. Tu vois, là, il a failli perdre sa place. Déjà, sur deux mouvements sur trois, il a failli perdre sa place. De 52,5 raté. Alors oui, je veux bien, fail au grip, ce qu'on veut, mais on va y venir après, mais quand tu rates un premier essai, c'est vrai qu'au terre, tu peux avoir cette tangente d'être plus tenté de mettre plus parce que bah, c'est soit ça, soit rien, plus ou moins. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même dangereux de faire des jumps plus haut après un opener raté, quoi qu'il arrive. Ce sera toujours plus difficile en tout cas, peu importe la raison pour laquelle on a fail, que ce soit force, que ce soit technique, que ce soit. Peu importe, c'est toujours plus compliqué de remonter sur plus lourd, déjà en termes de confiance en soi. Quand on est un lifter comme lui, où c'est beaucoup pile ou face en réalité, c'est même plus une question de force, mais c'est une question de confiance en son grip, c'est une question de placement. Mettre plus haut, c'est mettre la barre plus haute en termes de confiance. Déjà, il faut être confiant pour valider un mouvement un peu plus haut. Il faut aussi être sûr de son placement, de sa technique. L'intensité va forcément affecter ça. Plus on monte haut sur le pourcentage d'intensité relatif à son ARM, plus on va dévier à même d'un micromillimètre au niveau de la technique. Donc encore une fois, c'est pas un choix ultra smart, c'est un choix ultra lié à tenir le match avec le top 3, voire même au final dominer le top 6, top 7 hein, en réalité. Tout le monde chase la victoire ici dans le top 3, mais voilà, c'est pour garder sa place. Après, en réalité, est-ce que ça aurait pu être passé de la même manière, plus ou moins, de refaire de 52,5 ou à la limite de faire de 55 et après de faire le jump qu'il faut derrière quoi. Euh, je trouve que là, pour le coup, c'est pas non plus le choix, c'est un choix, il s'est plus ou moins passé. Bon, il valide de 60, il finit sur le meilleur total au final, mais bon, c'est pas non plus le choix le plus smart. On l'a vu avec le Thaïlandais, donc qui lui a raté son opener euh, au soulevé de terre, donc avec un sumo très large et surtout avec des charges qui sont assez énormes, un besoin d'être vraiment très aligné, que ce soit aligné physiquement, euh, anatomiquement,
ou que ce soit même mentalement, il faut être très bien pour lâcher ce genre de soulevé de terre qui sont demandants au niveau position. Lui, bon, il rate son premier essai, on voit que ça monte fusée, mais qu'il il faille au genou, plus ou moins, mais c'est vraiment que du grip. Au final, il revient sur son premier essai, alors que si on compare à Jonathan Garcia, son point fort squat, un petit peu bench aussi, mais surtout squat, lui, il a tout de suite voulu rematcher ses poids, ses meilleurs poids pour prendre un avantage comparatif énorme. Le Thaïlandais, effectivement, il est revenu sur son 2,85 sans trop se poser de questions, puisque bah, il a fait la première, quoi. Et au final, il finit quand même premier. Bon, ça reste une erreur de rater une première barre. Il y a des circonstances qui font que ça arrive à tout le monde de rater une première barre, pour plein de raisons différentes. Tant que c'est pas la force, ça va. Et dans son cas, bah, il a refait un jump derrière. Non, il a refait sa barre derrière sans jump. Et déjà, ça le met plus en confiance, quoi. Alors après, de là à dire que c'est ça qui fait qu'il est champion ou pas, bah, potentiellement en réalité. Mais en tout cas, ça lui permet quand même d'être plus serein dans son match. À force équivalente, c'est celui qui sera le plus serein qui sera bien, en réalité. Cela dans ce top 3, on peut dire oui, le Thaïlandais c'était l'underdog. Alors au niveau médiatique, très sûrement, mais par contre au niveau performance pure et dure, c'était pas le cas. Donc quand on a un match très serré, qui s'annonce très serré et qui finit aussi très serré, bah, c'est celui qui a la upper end en termes de stratégie, celui qui a le mieux construit ces deux premiers mouvements, qui va arriver en position de parler et qui a aussi un peu plus le droit à l'erreur en réalité, de son côté. Donc j'ai même pas envie de trash-talker les choix sur le Thaïlandais, même s'il a raté son opener, et ça, faut quand même être sûr de son opener, mais ça peut arriver. Par contre, les choix de jump derrière, encore une fois, ils sont normaux, j'ai envie de dire, j'allais dire, ils sont très smart, comme si ça demandait d'avoir le cerveau qui surchauffait, tu sais. Mais il a pas laissé passer la petite voix, il a pas laissé parler la petite voix. En tout cas, ses coachs n'ont pas laissé parler la petite voix en mode non, vite, on va tout perdre, tu vois. Ça, c'est une mentalité qui est très grave, ça, si votre coach il a une mentalité en mode non, c'est tout pour le tout, on va perdre si quoi, bah non, en fait, tu transmets pas de la bonne énergie, tu transmets pas une vraie initiative positive pour l'athlète quand il va arriver sur la plateforme. L'énergie négative, ça peut être intéressant, mais bah, quand tu es à un niveau inter, bah, tu as besoin quand même d'avoir ouais, des bonnes énergies et des choix qui paraissent structurés, cohérents. Là, je donne mon avis en tant qu'athlète. Déjà, je tiens à le dire, on va parler des matchs de l'équipe de France après, mais tous les matchs de l'équipe de France que j'ai fait, j'en ai fait trois. Les trois étaient très bien gérés, de manière voilà, structurée. C'était peut-être même moi qui me disais, ah, ils mettent un poil le frein, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais par contre, ils étaient bien structurés. Donc, déjà, ça, c'est pour cadrer la discussion là-dessus. Mais effectivement, quand on a un coach qui est vraiment aligné avec les performances qui doivent arriver, c'est quand même mieux, quoi. C'est mieux que d'être dans le rush. Mais ça, on va y revenir. Et du côté de Pana, bah du coup, du côté de Pana, on a commencé, on a ouvert, je dirais, plutôt bien par rapport à son ARM d'entraînement, plutôt Ouais, ouais, c'était adéquat, bien. enfin, avec sa situation au niveau de ses lombaires sur cette compétition-là. Après, voilà, il y a le deuxième jump qui était, encore une fois, couillu pour sa situation au niveau de ses lombaires, puisqu'il fait 2,70, 2,85, et en troisième essai, il rate 2,87,5 à pas grand-chose. Donc, bon, effectivement, le deuxième essai, pareil, il aurait pu être, quand on voit 2,87,5 derrière, bon, après, il était déjà passé sur une charge immense. Et voilà, les deuxièmes essais, ils coupent beaucoup le momentum, j'ai l'impression, avec l'EDF cette année. Il n'y a pas Ouais. trop de notion de momentum en réalité. C'est pas pour faire une target, mais là, encore une fois, on passe de un lift qui crée pas mal de momentum, de 70, à un lift qui est finalement le troisième essai en réalité. Même pour quelqu'un qui a 300 à l'entraînement, en 66, Ouais, ouais, plus ou finir moins. sur 2,85, blessé, pas blessé, ça reste le upper de ce que tu es capable de faire en termes de performance. Il y a une certaine urgence, quoi. Après, voilà, il y a forcément l'urgence, elle s'appelle comment? Elle s'appelle rester compétitif, rester dans le match. Mais voilà, en ayant un gros deadlift comme ça, tu parles aussi un petit peu, tu parles un peu en dernier aussi. Enfin, en tout cas, tu as la décision qui est avec toi. Est-ce que c'est aussi pressant que ça de faire des jumps costauds? Est-ce que c'est peut-être pas mieux de regarder un peu plus que ce qu'ils font les mecs avant? C'est la question. Bah, là, je pense que pour le coup, on a vraiment une inconnue avec sa blessure Hmm. slash douleur. Et je pense qu'un match comme ça veut dire en gros, j'ai qu'un seul shot d'intensité à prendre.
et je le mets sur une barre Hmm. qui me permet de me placer et que je sais que Ouais, plus ou moins elle est acquise. Voilà. ouais, Effectivement, on l'a vu tirer beaucoup de choses entre 2,90 et 300. Donc a priori, un shot d'intensité à 2,85, à mon avis, c'était le ouais. maximum qu'il pouvait encaisser ce jour-là. Et faut préciser parce que il y a aussi quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais c'était le japonais Kyota Uchiyama, qui lui finit du coup cinquième, mais qui a raté ses deux derniers deadlifts en tirant à chaque fois pour la win, ou en tout cas pour se placer premier. Donc il y avait en vérité quatre personnes qui se battaient pour Hmm. la première place. Donc voilà, ça c'était une précision. Et du coup, je voulais revenir sur le match du Thaïlandais. Pour moi, c'est vraiment une bonne analyse de ses forces et faiblesses. On va y revenir après avec le match des 83. Mais quand tu arrives avec une bonne avance, un match parfaitement géré au squat, parfaitement géré au bench, tu arrives avec un 6 sur 6, tu es encore frais, tu en as encore sous le pied, et tu sais que le deadlift, tu as la capacité de tirer à peu près 300 kilos et surtout de passer en dernier, parce qu'il avait l'un des plus gros numéros de l'eau de tout le top 6. Bah, tu te presses pas en fait de monter sur ton deuxième essai. Avec le 2,85, il restait totalement dans la course et il avait toujours de quoi tirer un gros deadlift en dernier pour se placer premier. Et c'est ce qu'il a fait puisqu'il tirait en dernier. Donc c'est vraiment pour moi une bonne analyse de ses forces et faiblesses de l'adversaire parce que le seul qui a pu l'égaler en termes de deadlift, c'est du coup Ushiyama. Non, même pas qui était à 2,95, donc de toute façon, il passait dernier. Donc, il aurait pu baisser au dernier moment et s'assurer une victoire peut-être encore plus facile si on va dire, les risques qu'avaient pris ses concurrents Mhm. n'étaient Ouais. pas passés, quoi. Non, mais c'était un match intéressant. Là, franchement, il n'y a pas de. On voit qu'à posteriori, on peut faire une analyse a posteriori de qui a mieux géré. Euh, Après, sur le moment, il y avait une telle compétitivité dans le top 6, dans le top 7, que ça met de la pression et on ne peut pas avoir une partie soulevée de terre parfaite quand il y a autant de pression qui peuvent arriver de tous les côtés aussi. Donc, effectivement, à la fin des fins, c'est peut-être celui qui a le mieux géré son match qui a gagné, c'est vrai, qui a utilisé le mieux ses forces et ses faiblesses. Alors, en vrai, sa seule faiblesse, c'est vraiment le bench, parce qu'au final, au niveau du squat, il est quand même très performant. Euh, mais voilà, c'est celui qui a le plus construit et qui savait le moment qui allait être clutch, qui a en plus un peu fail son démarrage au terre, mais qui quand même est revenu sur son chiffre, a attendu d'observer, et puis vu qu'il passait du coup en avant-dernier, euh, bah, on se retrouve sur quelqu'un qui a l'upper end et qui peut se permettre d'observer. Et encore une fois, hein, un match inter, ça se crée à la confiance. Certains doivent être confiants d'être favoris, d'autres doivent être confiants dans leur capacité à construire, d'être un peu plus underdog et d'attendre aussi que certains fassent plus ou moins des fautes ou d'attendre les performances. Mais dans tous les cas, le maître mot, c'est la confiance et c'est de ne pas rusher quoi qu'il arrive. Voilà. Celui qui est dans l'urgence à très haut niveau en force athlétique, ça passera pas forcément. Le rush, c'est vraiment pas la meilleure des idées sur n'importe quelle situation. Parfois, il y a des tentatives assez osées, mais construire un match sur des second jumps qui sont toujours très demandants, etc., de pas forcément toujours avoir conscience de sa position aussi de favori, c'est ça peut, enfin, faut savoir sa place, quoi. Faut savoir se positionner. Les matchs, nous, c'est la partie qu'on kiffe le plus, gérer des matchs, parce que justement, il faut rester calme en fait. Il faut rester composé. Les matchs, à part Sheffield, tous se jouent au total, donc il faut construire des totaux. Il y a pas d'histoire où tu n'as pas besoin de sortir la calculette tous les 2 secondes non plus. Tu vois. Il n'y a pas Oui, oui. d'échappatoire, tu peux Il- il- pas. voilà. Tour de Donc il faut bien magie. construire ses matchs et Hmm. faut connaître la personne, le profil qu'il a en face. Est-ce que sur ses performances, il est cadré, est-ce qu'il est sur ses performances d'entraînement, est-ce que ses performances d'entraînement elles valent celles qu'on voit des autres là sur le plateau actuellement. Enfin, voilà, faut être assez pragmatique et il faut regarder la concurrence, mais il faut aussi regarder à construire juste le meilleur athlète possible, quoi. C'est vaut mieux à la limite être plus conservateur de 2,5 5 kilos même sur des mouvements où il est plutôt en position de force, plutôt que de tenter un truc un peu trop élevé et perdre par contre cette fois-ci 7,5, 5 kilos voilà, qui seront pas rejouables après. On voit beaucoup plus de matchs perdus
parce qu'on a tenté trop, plutôt que de matchs perdus parce qu'on a été conservateur, hein. Malheureusement, encore une fois, quand on dit conservateur à ce niveau-là de performance, c'est pas mettre 20 kilos en dessous de ses max, hein. C'est juste être conscient que il faut avoir une zone d'assurance sur ces mouvements. Et moi, je vous le dis, prédiction, mais il y aura plus beaucoup de lifters qui feront premier en faisant des 6, des 7 sur 9. Ça va être de plus en plus rare. Il faudra au moins arriver à un 8 sur 9 pour, quand c'est compétitif, en tout cas pour s'assurer une win. En tout cas, en open, ce sera toujours le cas. Et c'est une constance. Et quand on dit 9 sur 9, effectivement, ouais, 9 sur 9, t'as fait que des paires partout. Non, même pas nécessairement. Juste être conscient de son total, conscient du total des autres. Et voilà, quoi, savoir être, être considérant de son niveau et du niveau des autres et construire quelque chose de solide, quoi. Ma foi. Dans l'autre sens, les underdogs, au contraire, eh ben, ils doivent construire leur opportunité de prendre le lead au dernier moment, en fait. Ça fait le bon lien avec ce qui s'est passé en 83, mais en gros, si vous êtes underdog et vous savez que vous avez un petit peu de retard sur, on va dire, vos max théoriques, bah, il faut que votre match il soit parfait, il faut que vous arriviez avec un 8 sur 8 en arrivant au dernier deadlift pour, en cas de faux pas de l'adversaire, arbitrage, peu importe, mauvais choix de barre, vous soyez en position de lui mettre la pression ou d'inverser un petit peu la vapeur. Moi, je vois une compétition entre des mecs qui sont à peu près sur le même niveau, comme une balance un petit peu de pression. Et la pression, elle est à départager. Votre but, c'est de vous enlever un maximum de pression et de la répartir sur l'adversaire. Et là, ce match-là des 66, c'est peut-être le meilleur exemple parce qu'on a trois lifters qui viennent de continents différents et on ne sait pas comment pense le mec à l'instant T en face de vous. Et encore pire quand il vient d'une culture différente, peut-être une culture sportive différente, d'une équipe différente, d'un pays différent. Comment il va réagir? Bah ça, c'est pas votre problème. Tout ce que Mm. vous avez à faire, c'est lui mettre la pression. Et ça marche aussi à plus petite échelle, dans notre petit pays Grand qu'est la pays, France. monsieur. Ça Grand marche aussi quand pays vous avez rempli des matchs de oui, merde. grand pays par l'esprit, par la culture, mais petit pays par rapport Ouais, aux ok. USA notamment. Euh, ouais, vous devez juste faire les essais qui vous garantissent un shot à la fin et mettre la pression sur la personne en face qui soit doit accélérer la cadence pour garder de l'espace avec vous, soit Mhm. doit vous rattraper. 100% d'accord. Après voilà, on avait une quatrième place qui a été dominée, j'ai envie de dire, par Jordan Joseph, qui au final n'a pas fait le même match que les autres. Jordan Joseph, c'est quelqu'un qui est sur la scène 66 depuis, je dirais, 3-4 ans, qui performe beaucoup depuis 3-4 ans, et qui au final, sur ce match-là, bah, construit son 9 sur 9. Après, je sais, enfin, en termes du terre, il a été assez agressif au final. Après, est-ce qu'il avait la force le jour J pour aller titiller un 707? Peut-être pas. Sûrement qu'il a aussi construit potentiellement une troisième place aussi. Il se voyait peut-être pas forcément arriver, arriver premier. Moi, je me souviens de lui. Je sais que c'est quand même un lifter qui est pas mal tête brûlée, hein. Il avait déjà fait des Worlds qu'il avait pas mal raté à ce niveau-là, alors qu'on le voyait enfin, pas underdog non plus, mais en tout cas, il était là pour faire quelque chose d'intéressant. Là, il fait 6,97 à 10 kg du podium, ce qui lui garantit aucune place au final. Bon, après, voilà, je ne sais pas dans quelle mentalité il était, est-ce qu'il se voyait gagner ou pas. Mais voilà, il finit 4 avec aucune réelle tentative, en tout cas sur l'ensemble, d'aller titiller les autres. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a plus le match là en direct, mais certainement que sa troisième barre au deadlift lui garantissait Hmm, un podium hmm, provisoire, je pense. pas sûr, dans le live, je ne suis pas extrêmement sûr. Mais ouais, c'est possible, c'est possible. En tout cas, moins cavalier comme démarche. Ce qui était un peu plus cavalier, c'était plus euh, du côté des 5 et 6 du coup. Donc notamment, tu l'avais dit avec le japonais, qui a tenté finalement, on est sur 10, 12 et demi, puis 15, on est sur 17 et demi, ouais, il avait tenté la win, hein, jusqu'à la fin. Bon, après ça passe pas. On sait que, pareil, position un petit peu atypique dans le sens très spécialisé, avec un sumo très large, très vertical. Bon, bah ça, c'est vrai que ça passe, hein, ça passe ou ça casse. C'est là où je vous dis aussi que les spécialistes par mouvement, souvent quand on entend spécialiste, il y a aussi
bien souvent une demande particulière au niveau technique, au niveau placement. Forcément, ça peut jouer en votre faveur ou non. Et bah, on le voit hein, avec un Jonathan Garcia, avec le japonais ici, qui j'ai oublié son nom, Uchiyama Kyota. Euh, Quand vous avez soit une trop grosse force ou soit une trop grosse faiblesse, ça crée de l'incertitude en réalité sur pas mal de choses. Et c'est pour ça que je dis que bah, on va avoir beaucoup plus de total spécialistes qui vont émerger. De plus en plus, c'est la dynamique que ça prend. Mais voilà, construire son total, être sûr de pouvoir exécuter, c'est quand même le plus important. Voilà. Bon, bah, moi j'ai 66, un de mes matchs favoris all-time, je dirais. Effectivement, c'est des KT qui sont peut-être un peu moins regardés, je dirais. Quand tu compares à 74, 83, 93, qui sont voilà, plus regardés. Mais là, clairement, on a une KT qui a été magnifique à regarder du début à la fin. Et concrètement, là, on a trois champions en réalité, quoi. Enfin, pareil, hein, c'est la dure loi du sport. À la fin, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, etc., etc. Mais quand on voit le résultat ici, on peut se dire qu'il y a trois champions. Ça va être intéressant de voir au niveau de Sheffield les wildcards qui vont être distribués, peut-être j'allais dire à Pana, mais bon, il a fait que 3 quand même. Bon, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, vraiment, il faut garder en tête qu'ici, on a trois champions, Pana y compris pour nous les Français, et ils sont tous à respecter autant, quoi, c'est clair. Ouais. On Vas-y, passe vas-y, je te au laisse introduire 83, pour les 83. qui était peut-être le match le plus médiatisé de tous ces Worlds, euh, parce qu'il est opposé du coup deux, en tout cas un grand favori qui est peut-être la plus grande star du powerlifting actuel, c'est Russell Horry, en tout cas la plus grande star qui participait à ces Worlds, qui arrivait sur le papier plutôt avec de l'avance, puisqu'il ressortait de plusieurs années. Lui, il fait partie de la team qui est resté en USAPL pendant 3-4 ans. Et donc il a sorti des performances de fou, hein. Au dernier Powerlifting America, il a sorti 8,60. Il avait fait un petit passage aussi en moins de 90 où il avait fait 8,80. Donc il arrivait en grand favori. En face de lui, du coup, il y avait l'anglais Jurin Skangamu qui lui sort d'une bonne saison où il a monté vraiment petit à petit en grade. Alors on s'attendait pas à le voir aussi haut au final. Euh, Parce qu'il a enchaîné beaucoup de compétitions entre les Worlds de l'année dernière, les Euros avec le calendrier qui a été un tir reversé. Du coup, il y a eu deux championnats d'Europe à 3 mois d'intervalle, en novembre, décembre et en mars. Il avait fini deuxième en décembre et premier en mars avec 825. Et enfin, on avait du coup le deadlift spécialiste. Là, pour le coup, c'est peut-être le seul exemple d'un mec qui est bien placé, j'entends, parce qu'il y avait un mec qui a tiré 400 en 105 aussi. Mais le seul exemple d'un mouvement, d'un spécialiste d'un seul mouvement qui peut faire un Ouais, braquage au ouais, dernier moment, quoi. ouais. Ouais, ouais, bah effectivement, hein, c'est peut-être l'upset de cette compétition. Alors c'est vrai qu'il y a deux parties. Il y a deux parties. Il y a un upset un peu, on va dire, presque médiatique, ou en tout cas de dynamique, de hype, on va dire, hein. Puisque Russell Horry, bah, il est extrêmement connu, il fait des performances qui sont énormes depuis je dirais même 5-6 ans, et qui sont équivalentes à ce qu'il a fait là aussi. Euh, donc on s'attendait, notamment avec son dernier total à 8,60, à ce qu'il domine un peu plus. Et puis au final, on avait quelqu'un qui montait en puissance, quelqu'un qui est aussi un peu plus âgé. Et ça, c'est un point important. Durins, il a 36 ans, si je ne me trompe Mm. pas. Et ça démontre bien aussi Ouais, je le crois que c'est fait ça. qu'il gagne. Ça démontre ce qu'on dit souvent, c'est une trame, un point qui revient souvent dans nos podcasts, c'est que le sport est jeune, mais c'est un sport de force, et qui plus est de force pure. Et la force pure, ça s'entretient dans le temps long. On atteint souvent notre pic de force, notre pic de forme autour des 30 ans pour les hommes, même plus tard dans les 30 ans. On le voit ici avec Durins, et comme tu l'as dit, il y a eu une explosion de ses performances, hein, longitudinalement parlant, sur les 5 dernières années. Je crois qu'en 2000, je suis plus sûr si c'est 2019 ou 2021, mais en tout cas, il avait fait un 6,87,5 de total, donc quelque chose comme ça sur une compète inter, sûrement une compète un peu plus ratée, mais c'est quand même, on est loin d'un 8,35, 8,45, 8,45. Et puis d'ailleurs, il a, 8,45. il a redoublé d'efforts, puisqu'il a fait 8,50 si je ne me trompe pas au Silent Worker Meet. Je ne sais pas si tu as vu ça, ça
C'est Ouais, incroyable. c'est-à-dire, Et ouais, ça dénote ouais, aussi ouais, un j'ai vu ça. caractère vraiment incroyable parce que bah voilà, on a un listeur qui monte, mais qui est dans l'âge où tu te dis, bon, bah, ça va pas monter indéfiniment s'il a cet âge-là. Et au final, pas du tout, il arrive à enchaîner les performances. Il a parlé aussi sur son Insta, j'ai pas mal scouté son Insta. Il parlait aussi du fait qu'il a eu beaucoup de blessures. Voilà, on peut pas être certain de sa fiabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, c'était pas un upset, c'était pas un- il y a des critères médiatiques, je suis d'accord avec vous. Effectivement, médiatiquement, c'est con de se baser que sur ce que le nombre de followers qu'il a, la visibilité qu'il a. Mais il y a aussi des critères objectifs sur on a un Russell Horry qui fait 8,60 aux nationaux. On a Russell Horry qui faisait même plus quand il avait fait 80, il faisait 90 kilos à peu près, il avait fait 8,80. Voilà. Bon, on peut s'en voilà, 8,45, il l'a jamais fait Ken Gamou avant. Donc concrètement, au niveau des chiffres, oui, c'est un upset. Voilà. C'est pas parce que. Non, non, c'est ça, c'est facile de parler a posteriori, mais quand tu vois que sa meilleure performance, c'est 8,25 il y a 3 mois, et qu'il a enchaîné une compétition presque tous les 3 mois cette année, euh, tu te dis que bah voilà, ça va être un bon deuxième et qu'il va se battre avec Enaoro pour la deuxième, Ouais, mais jamais tu peux le voir bah gagnant, juste, à moins justement, il y a d'être ni jamais ni pas jamais. Et ça, un c'est devin. vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que même à 8,43,5 sur Russell Horry, euh, ça reste quand même une top perf, quoi qu'il arrive. Je veux dire, pour quelqu'un qui a fait 8,60, faire 8,43,5, oui, forcément, c'est une régression, on va dire, mais ça reste sur son top niveau, quoi. Il faut se rendre compte aussi qu'à un certain moment, on ne peut pas faire que des surperformances sur surperformances sur surperformances, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le sport de haut niveau. Et voilà, c'est à la fin, il y en a un qui monte en puissance, il y en a un qui sous-performe un petit peu, et au final, on se retrouve avec ce genre de match-là. Il faut juste être content d'avoir ce genre de match-là. Il y avait objectivement un favori et un underdog qui partait potentiellement, comme tu dis, plus à aller se taper avec Enaoro qui le chassait un peu avec son soulevé de terre qui est énorme. Mais encore une fois, on en revient pour revenir sur la gestion des matchs. Euh, Quelqu'un qui fait un 9 sur 9 il est toujours en meilleure position, surtout quand il est en position d'underdog. C'est génial parce que, après il y a underdog et underdog. Hein. Si vous êtes à 100 kg de total du premier, vous n'êtes pas underdog, les mecs. Vous êtes l'underdog, tête du mec devant, à la limite. Mais c'est tout. Mais là, pour quelqu'un qui se positionne sur les chiffres annoncés à 30-35 kg près, il y a toujours un shot. Voilà. Une petite surperformance, une petite sous-performance, et à la fin, on se tape. Et ça arrive bien plus souvent que ce que vous pouvez penser. C'est juste que là, c'était le plateau le plus médiatisé, des personnalités, enfin une personnalité forte, on va dire. Et forcément, ça amène plus de. Voilà, on dirait que c'est exceptionnel, mais pas vraiment. C'est juste une extrêmement bonne bataille, mais ça m'est arrivé à moi de surperformer par rapport à mes adversaires sur des compètes, de sous-performer et de ne pas avoir la place que, entre guillemets, j'aurais dû avoir, mais à la fin des fins, c'est le jour de la compétition est un jour vraiment à part. Et on voit le match de Kengamu, il a été géré d'une main de maître, hein, on va récapituler, mais 2,90 au squat, 305, 310. Globalement, il finit à une petite dizaine de kilos du, du world record de Russell Horry, qui est à 3,21. Donc jusqu'ici, ça le place bien, ça le met en deuxième position sur le squat. Encore une fois, underdog qui construit, pas qui chase avec des jumps inconsidérés. On construit le total, on sait on veut se mettre dans une bonne posture pour avoir le shot d'aller le faire. Russell Horry, il nous fait un 3,5, 3,21, c'est déjà un bon jump, mais après quand on voit ces chiffres à l'entraînement, on comprend un petit peu plus. Mais voilà, sur un 3,21, faire 16 kg, c'est costaud, mais ça se fait, surtout qu'il ouvre sur une barre qu'il connaît très bien. 3,21 qui passe très bien, 3,28 derrière qui passe aussi très bien en termes de vitesse de barre. Mais là encore une fois, on se retrouve face à l'arbitrage, la gestion de l'arbitrage qui nous fait poser question. 3,21, je crois qu'il prend une rouge sur le 3,21, donc c'est comme un avertissement si tu veux. Bon, globalement, tu prends une rouge sur ton deuxième essai, tu peux faire la même chose sur ton troisième. Tu es sûr que la troisième, tu vas prendre au moins deux rouges, comme tu l'avais dit, on en avait discuté, mais surtout quand c'est sur le côté, effectivement. Mais bon, tu regardes la différence entre 3,21 et 3,28, il n'y en a que très peu. Alors, il y a. D'ailleurs, la Oui, 328 oui, a en été plus, elle a été overturn. overturn, effectivement. Donc là, ça c'est aussi un truc en IPF de plus en plus. Et, je dis en IPF parce que ça concerne même pas juste la fédé inter, mais ça concerne toutes les fédés. C'est que dès que tu pars sur un shoot qui t'amène vers le podium, un enjeu, world record, podium, première place, t'es plus arbitré par
3 personnes, tu es arbitré par 6 personnes, 3 plus le jury. Et là, c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment un petit peu aléatoire. J'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal une histoire, je vais dire presque de réputation, puisque bah, Russell Horry il avait déjà été souvent contesté pour sa depth. Là, je ne vais pas donner d'avis précis, c'est juste que si tu valides la deuxième, tu invalides la 3, ça veut dire vraiment qu'il y avait un truc assez choquant sur la deuxième qui n'a pas été invalidé. Et sur la troisième, bah voilà, non, là, ça passe pas, ok. Le critère, là, je le vois quasiment pas. On est sur un mec qui est extrêmement buff, hein, qui est très épais, ce qui fait que c'est un peu dur de voir concrètement en live sa hanche, son genou, enfin le sommet de sa hanche, le sommet de son genou, de vraiment bien juger. Il prend beaucoup de place. Voilà, là, franchement, pour le troisième essai de tête comme ça, je me suis pas dit, ah ouais, non, là, c'est abusé, ou même juste, c'est contestable. Je me suis dit, franchement, si le deuxième il passe, le troisième il passe de la même manière. Mais bon, ça, voilà, c'est les critères de jugement. Il faut faire un peu de travail en plus en termes de descente, en termes de standard pour se l'assurer, surtout quand on sait qu'on a un peu la cible au milieu de la tête. Hein, on peut en penser ce qu'on veut, est-ce que c'est faire, est-ce que c'est pas faire, est-ce que c'est vraiment la vérité, mais dans tous les cas, quand tu sais que tu es ciblé, bah, tu fais attention sur ces points-là. Je dirais pas que. Franchement, je vais pas trash talker Russell Horry, je sais que tout le monde l'a trash talké, alors que le mec il a quand même construit une compète qui a de la gueule. 3,28, il le passe avec les mêmes standards plus ou moins que le 3,21. Le 3,21 il passe, le 3,28 il passe pas. Que dire? Que dire? Shit happens. Mais du coup, on a Kengamu qui, voilà, avec une bonne posture, passe de j'ai potentiellement 18 kg de retard à 11 kg de retard. Et ça fait la diff. Voilà. Que s'il avait tenté. Parce qu'il a fait 3,5 en deuxième essai, 3,10 en troisième essai, c'est des jumps très rapprochés pour un squat aussi costaud et pour une KT costaud. Il aurait pu, vu comment c'est monté aussi, il aurait pu se dire 3,12,5, 3,15, allez, je fais tout, le tout pour le tout, le fameux tout pour le tout, qui me rapproche le plus possible de Russell. Non, il construit son match tranquillement. Et je suis sûr que jamais dans sa tête ou dans la tête de ses coachs, il jouait toujours la première place. Hein. C'est pas je fais 3,10 mais parce que, allez, au pire, je sécure la deuxième place. Hein. Je suis sûr et certain que ça visait le fameux shot de la première place. Et si tu te positionnes bien pour la première place, tu te positionnes bien aussi pour la deuxième place, etc. etc. Ça marche comme ça, pas à l'inverse. Quoi. Voilà. Voilà, voilà. Au niveau Ouais, non, du c'est clair. bench, bah là pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. 3 sur 3 des deux côtés, des jumps qui sont très bien gérés de chaque côté. Peut-être un jump un peu plus haut pour Russell Horry. Ça, moi j'avais pas grand chose à dire dessus. C'est vrai qu'il ouvre un peu haut par rapport à ses capacités. C'est vrai qu'on l'a vu faire des benches fut un temps à 192, 195. Je crois que j'ai même vu un 202,5 passer une fois. Mais bon, on sait qu'il a beaucoup de problèmes avec son épaule. Mhm. Son niveau max en compète, je crois que c'est en 83, c'est 190 si je ne me trompe pas. Euh, voilà. Donc Ouais, peut-être à une ouverture ouais, il me un peu semble que haute, c'est ça. mais et encore quoi. Et encore, il finit sur un 3 sur 3. Voilà, je sais pas si tu avais un truc à dire là-dessus. Non, non, rien à dire sur le bench. Et du coup, ils finissent par le deadlift, où bah là, c'est 3 sur 3 des deux côtés aussi. Donc pour Russell Horry, 3,10, 3,25, 3,35. Donc rien à dire sur les choix de charge. Euh, je pense peut-être qu'ils s'attendaient pas à voir Kengamu combler l'écart avec un jump à 17 kilos entre le deuxième et le troisième. Mais en même temps, il a une morphologie, donc on a dit grosse masse musculaire, donc cuisses qui prennent de la place, donc qui éloignent le centre de gravité de la trajectoire de la barre, beaucoup de frottements aussi en tradi. Euh, Ouais, ouais, toi 35, je pense que c'est puis un choix surtout, assez judicieux. enfin, à un moment, on voit qu'il y a Kengamu qui là s'est mis en mode chasseur pour le coup, qui a construit son sub total, qui là se met en mode chasseur. Bon, c'est quand même, enfin, moi les jumps qu'il a fait Russell Horry, ils sont vraiment très bien. C'est-à-dire que tu es en position de force, plus ou moins. Il faut que tu gères ton avance. Kengamu 350, il n'avait jamais sorti avant, donc il le met dans une position où il a poussé Kengamu à faire 350. 350 est passé, super, c'est le bon, c'est Kengamu a un très bon niveau, mais il n'était pas non plus extrêmement anticipable. Russell Horry, la team Russell Horry, la team USA, a construit son total à la fin de manière très considérée. Et aussi considéré par rapport à son niveau max. On l'a vu faire des 3,40, des 3,50 à l'entraînement, mais les lockouts étaient souvent un peu soft. 3,35, ça reste son niveau vraiment max. C'est une performance déjà énorme pour un 83, il faut le rappeler quand même. Euh, mais en plus de ça, c'est
c'est raccord par rapport à Kingamu, c'est raccord par rapport à ses performances à l'entraînement. En live, c'est des plutôt bons choix. Voilà, 3,10, 3,25, c'est déjà un bon jump. Il met déjà un certain standard au deuxième essai, qui force Kengamu à faire pareil, plus 15 kilos, pour toujours avoir son ouverture. Et derrière, il refait un 10 kilos où il se dit, bah là, normalement, avec 10 kilos, ça fait un jump encore une fois de 17,5 pour me battre. Enfin, même un peu, ouais, 17,5 pour me battre. Euh, Ça va, tu vois, ça donne de l'espace. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ah non, je vais lui faire 25 kilos de plus. Bah non, ce serait débile, en réalité. Ce serait pas un choix très très smart. Imagine, bah voilà, par contre, il monte sur 3,40, il fail. Ah, tout le monde va le pointer du doigt parce que un truc aussi, les gens ont dit oui, Russell Horry, il avait de la place sur tous ses mouvements. Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense qu'il était très très bien. On peut parler d'un 2,5 ou d'un 5, mais on parle pas de le mec, il était en mode attends, j'ai Sheffield, faut que je mette le pied sur le frein. Je peux me tromper, mais objectivement, c'est pas un énorme grinder en réalité, Russell Horry. Faut comprendre aussi que c'est un mec qui traîne à 88 kg de poids de corps. Il fait une cut derrière. Pour moi, tous ses choix étaient très considérés. Et il n'y a y a pas grand chose à lui redire dessus. Il a fait de très bons choix. Il est tombé sur un adversaire plus fort. Il y a pas de. Encore une fois, il y a presque deux champions ici, hein, parce qu'ils ont tous les deux bien géré leur match. Et si on comptait aussi hein, le squat world record qui a été, c'était un bon choix. Franchement, c'était un jump qui était accommodant. Bah, là, on arrive de suite sur un 8,52 total. On parle d'autre chose. On parle vraiment il répète presque sa performance des nationaux. Non, je vois pas. Moi, je vois pas de moyen de chier sur la performance de Russell Horry. Il faut juste énormément saluer la performance de Kengamu qui sort un terre qui monte super bien en plus, mais qui est une énorme performance pour lui, qu'il a en plus refait cette semaine, enfin le week-end passé. Euh, ouais, ouais, ouais. Je crois même qu'il a fait Oui, je dis 5 il a kilos de refait, plus. mais il Je a fait crois même que plus. c'était Donc, 3,55. euh, je, je crois qu'il a fait pas, pas 5 kilos de plus, je sais plus. Mais en tout cas il a refait une énorme perf. Voilà, il faut juste saluer Kangamu pour ce qu'il a fait. Euh, Il y en a qui se réjouissent parce que bah, du coup ça fait fermer un peu la bouche à Russell Horry, mais ça c'est votre souci. Je trouve qu'il a été même plutôt très fair play. Enfin très fair play, il était deuxième. Hein. Quand tu es deuxième, tu peux que être fair play au max, tu vois. Mais il est tout de suite pris dans les bras, etc. Enfin, c'est des signes qui montrent que voilà, c'est pas c'est un comportement de vrai compétiteur, quoi, de mec qui sait ce que ça demande. Voilà, bah moi j'ai fait le job de mon côté, pas de regret particulier. Enfin, ça c'est à lui de voir, mais en tout cas, j'ai fait le job. Le mec a fait un meilleur job. Point, tu vois. Euh, c'est juste salutation à Kengam où moi je vois pas le moment où il y a un problème avec le comportement à Ori. Toi tu m'avais parlé d'autre chose, mais Ouais, ouais, c'est-à-dire que moi j'avais vu passer quand même un podcast où il disait qu'il était capable de gagner Sheffield 2 fois d'affilée. Donc là, c'est sûr qu'au niveau de la prétention, c'est quand même autre chose, mais ça fait déjà plusieurs mois, hein, je crois qu'il avait dit ça. Et après, je pense que bah, notre petit ego petit ego d'Européen a fait d'Européen. que, et J'adore, surtout vas-y. non, mais surtout de Français, non, mais c'est vrai. Français, nous, on adore Poulidor, on adore les deuxièmes, on adore les histoires comme ça d'underdog qui arrivent, qui étaient personne. Bah, c'était quand même un champion d'Europe, Kengamu, mais on va dire c'est pas la star de Rossellery qui arrive et qui d'un coup met la star un petit peu au second plan. C'est vrai que cette histoire-là, nous, on l'aime bien, et notamment en tant que Français. Le seul truc, Rossellery, c'est bah, sur les réseaux toute l'année, tu nous montres des 3,40 au squat tous les mois. Ah, là, c'est sûr que tu finis sur 3,21. Le différentiel, il est là. Après, en termes, si effectivement tu regardes ses performances de compétition, il a jamais squatté 3,40 en compétition. Donc, c'est toujours la réalité de la compétition qui prime. Et si tu comptes son 3,28, ça lui fait un total à 8,50,5, c'est-à-dire moins. Ouais, c'est à peu près 1% de différence avec sa meilleure performance. Donc 1% sur 850, c'est vraiment ridicule, les gars. Dites-vous que sur votre total à 5,50, si vous faites 5,55 ou 5,50, c'est pareil, c'est la même performance. Donc là, c'est En tout pareil, cas, c'est la même en termes performance pour moi. d'état de forme pur Donc et rien dur, à dire là-dessus. vous y êtes. Tu vois, il y était, le garçon. Il y était. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être faire un petit passage sur Reina Oro, qui lui, parce que après ça, faut dire que donc Ori passe, il fait son 3,35. Kengamu
euh, tire pour la win avec 3,50. Donc c'est déjà un upset assez sympathique, surtout médiatique, mais en tout cas un vrai upset. Et juste derrière, Enaoro qui met du coup 405, donc qui est vraiment colossal, hein. C'est donc 55 kilos au-dessus du deuxième terre du plateau pour tirer encore pour la win. Donc il a décollé et évidemment c'est pas passé. Donc Enaro en fait qui a fait un petit peu le même match que Kengamu, donc un 3 sur 3 au squat, euh, un 2 sur 3 du coup au bench, et qui a tiré qu'une seule barre au terre. Donc il n'a pas fait sa deuxième, il avait chargé 388, mais il l'a pas fait, pour attendre de voir un petit peu ce qui se passe, ce que font les deux autres devant, et se mettre en Hmm. position de tirer un dernier essai. Donc quand on a comme ça quelqu'un qui est un spécialiste, mais sur-spécialiste de son mouvement, qui met déjà sur sa première barre, il met 17 kilos au deuxième, euh, qui lui a fait trois essais, on peut imaginer que le les ressources que doivent lui prendre un deuxième essai, c'est tellement énorme qu'il ne peut pas se permettre d'avoir deux shots pour, Ah euh, ouais, pour mais tirer pour la win. de toute Donc ça, c'est façon, vraiment là, une stratégie qu'on peut de toute appliquer que quand façon, on est à son niveau, hein. Vous vous amusez pas à louper, ah non, mais à ne pas aller faire vos deuxième essais pour faire le surprise en troisième pour gagner une compète régionale. Ça, non, mais c'est c'est- déjà, c'est totalement Enaoro, débile. bon, déjà, c'est une personnalité un peu à part. En plus, il avait dit qu'il venait que pour la gagne, enfin, pour Ouais, tenter des choses hein, exceptionnelles. Là, il était ouais aussi. sécurisé de sa troisième place dès le premier essai, et ça s'est confirmé après, il était sécurisé à ce niveau-là. Donc, déjà, bah, ça règle aussi pas mal la question, hein. Forcément, quand celui que tu chases, c'est celui dessus, et puis qu'au final, celui du dessus encore, il est au même niveau, bah, au final, tu tires pour la win. Tu vas pas tirer pour 8,44 ou que sais-je. Euh, donc bon, en plus de ça, il sécurise la place avec les World Games en étant troisième. Donc le seul truc à jouer en plus, c'est premier Sheffield. Bon bah tu le fais, tu y vas, tu vois. Donc oui, et les matchs ne sont pas toujours pareil. Bon voilà, il y a des circonstances qui font que. Là on avait un vrai top 2 et ensuite voilà, c'était beaucoup plus éparpillé hein, entre le premier et le quatrième. On a 60 kilos, 62,5 kilos de différence. Bon voilà, là pour le coup, en étant le troisième, en étant vraiment au milieu, tu peux te permettre de tenter des choses quand tu as la capacité d'aller tirer sur entre 3,80 et 400, que tu sais qu'à tout moment il se passe quelque chose, voilà, tu le fais. Ça aurait été beau. Je pense qu'un 3,88 ça aurait été au niveau construction de carrière, blablabla, bla, 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 tous les trucs dont on s'en fout au final hein, en réalité. Ouais, ça aurait été mieux. Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Pas On du s'en tout, pas fout du quand tout, t'es à pas ce du tout. niveau-là, hein. Faut construire sa carrière. Mais en tout cas, dans son cas perso, là, c'était à tenter, quoi. C'est à tenter. Mais bon, le vrai sujet maintenant. En tant que Français. En tant que Français de France. Ou d'ailleurs. C'est de Français d'Estonie aussi, on peut parler de moi. Pas m'exclure. Euh, bon, il y a le sujet. Oui, oui, oui. Français de Attends. Thaïlande, français de... Quand on parle de la France, on parle aussi de toutes ces polémiques autour des gestions de match. Et la gestion de match qui a été peut-être la plus remise en question, c'est celle de Yanis Bouchou, donc notre athlète français, la bosse magique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est plutôt un deadlift spécialiste, en tout cas qui était un deadlift spécialiste, mais qui progresse vraiment très très fort sur le bench, sur le squat. Yanis, je le connais personnellement. Déjà, c'est un super gars. Deux, c'est un très bon compétiteur, très fiable sur ses performances et qui ne fait que progresser au squat et au bench, là où il avait, fut un temps, pas mal de retard, où il avait surtout un gros soulevé de terre. Il avait d'ailleurs le record du monde à un moment, si je ne me trompe pas, en 2021, il avait fait record du monde. Donc bon, Ouais. voilà, un gros deadlift spécialiste, donc c'est là où est sa force. Et au final, bon, bah, là je l'introduis, hein, il a bullé sur son squat, donc 3 essais ratés, ce qui bah, du coup le prive de compétition. Il faut savoir que donc, enfin, il visait la troisième place, effectivement. L'équipe de France a confirmé que leur intérêt c'était viser la troisième place pour sécuriser enfin, atteindre les World Games plutôt, donc se battre avec Enaoro. Donc ça c'est pour le cadrage et on a une bulle au squat. Je sais que ça t'avait pas mal choqué, puis moi aussi, au niveau bah, des sélections qui ont été faites, qui ont amené à ce qui bulle. Ouais, c'est clair. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc il y a les trois places qui sont qualificatives pour les World Games, pardon. Euh, donc, il se bat avec Enaoro. Enaoro, qui a une personnalité un petit peu particulière, puisque lui, il vient pour tirer Ah, pour la win, qui est un deadlift spécialiste. Donc, qui dit capable de faire des choses exceptionnelles sur un essai, aussi dit, la plupart du temps, les rater.
ou finir en tout cas sur 2 essais sur 3 ou un essai sur 3, donc ce qui laisse de la place pour peut-être se faufiler, passer un petit peu entre les mailles du filet. Yanis Bouchou, c'est pas un nouveau venu, quelqu'un qui a eu pas mal d'expérience au niveau international, qui a eu le record du monde effectivement pendant un essai, je crois, après qui a été pris par Pierre Renaud. Euh, et c'est surtout quelqu'un qui a signé la meilleure performance française en GL Points il y a 3 mois. Donc c'est pas quelqu'un ni qui revient de blessure, ni qui voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens et qui a priori devrait arriver sur son meilleur niveau pour pouvoir se battre pour une qualification. Donc ce qui a posé problème en fait c'est le squat. Donc premier essai à 2,65 qui rate en fait. Donc on a eu un petit peu les insights, c'est qu'en fait il aurait pas entendu le squat, du coup il aurait commencé son mouvement avant l'ordre, sachant que son mouvement allait être invalidé quoi qu'il arrive, il n'a pas poussé. Et du coup, derrière ça, la stratégie c'était de faire un deuxième essai plus lourd que le précédent, du coup à 272,5. Et là, c'est pas passé 2 fois pour des raisons de force. Alors, première idée qui m'est venue à l'esprit, n'ayant jamais connu l'équipe de France et ne connaissant pas le fonctionnement interne, je me dis, mais quelle place a le coach de l'équipe de France, le staff de l'équipe de France, dans le choix des essais? Est-ce que c'est plutôt euh, vertical, très hiérarchique, et que c'est le coach de l'équipe de France qui a le dernier mot, ou est-ce que c'est plutôt l'athlète? Moi, je connais pas beaucoup Yanis pour l'avoir croisé 2, 3 fois. C'est vrai que je le vois mal dans sa personnalité s'imposer et dire non, moi je veux mettre telle barre, euh, je veux monter. Donc ça me semblait Ouais. un petit peu curieux. Et ça lance un vrai débat sur quelle place a un coach d'équipe nationale qui ne voit son athlète que 2, 3 fois par an dans le meilleur des cas Ok, ça et c'est une qui autre le suit pas question. Bon, au quotidien, déjà, quoi. je vais casser le débat sur est-ce que le coach il dit ou il dit pas, est-ce qu'il se laisse influencer ou quoi. Non, ça pour le coup, vous pouvez oublier. En tout cas, moi de mon expérience en tant que coach, en tant qu'athlète international, ça a toujours été, comme tu le dis, vertical. C'est leur choix au-dessus du tien. Parfois, il y a évidemment un feedback de l'athlète, de ses sensations, de son biofeedback, donc c'est-à-dire tout ce qui ressort au niveau de son corps, est-ce qu'il y a des crampes, est-ce qu'il se sent bien, etc. Ça, c'est un feedback et c'est normal qu'il soit fait, hein. Les choix ne peuvent pas être faits aveuglément par rapport à l'athlète. Cependant, le choix final, il est celui des coachs. Effectivement, il y a un autre débat qui est est-ce que les coachs connaissent assez leurs athlètes? On va y venir juste après, mais pour répondre à ça, déjà, il n'y a pas d'histoire de c'est les athlètes qui choisissent leur barre ou quoi. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Sur ma petite expérience en équipe de France, je n'ai jamais vu ça et je n'ai jamais connu ça pour mes matchs personnels. Ils ont toujours été très bien gérés, en tout cas logique, hein, on va dire. Enfin non, logique tout court. Et voilà, moi ce que je remarque, c'est qu'effectivement, quand il y a une guideline de il faut qu'il place là, peut-être qu'il y a une tendance à du coup être un petit peu névrosé là-dessus. Et c'est ce qu'on va voir aussi, et peut-être un peu avec le match de l'IA juste derrière. Ça fait 3 matchs du coup de français. Il y a une espèce de sensation où on veut rusher. Moi j'ai l'impression qu'en tout cas sur cette édition-là, il y a eu ça. Il y a eu un aspect presque comme si on était en danger, quoi. On le voit sur les deuxièmes essais, on le voit là sur le premier essai où on fait un jump de 7,5 après avoir raté la première barre. Moi, je vous le dis tout de suite, en tant que coach, en tant que même qu'athlète, en tant qu'athlète, j'aurais pas accepté qu'on me mette plus après un premier essai raté, pour X ou Y raison. Déjà, parce que ça m'est aussi arrivé dans le passé d'une manière un peu différente, mais ça m'est arrivé et je pense que ça n'a pas été, c'était pas le plus smart à faire, mais après, voilà. Euh, et du coup, j'aurais pas accepté en tant qu'athlète déjà qu'on me mette plus, mais j'aurais surtout pas accepté en tant que coach de mettre plus un athlète qui rate la première barre. Là, on passe de. Enfin, si l'objectif c'est la troisième place, ok, mais une troisième place, c'est pas. Il y a deux, trois personnes max qui peuvent se placer dessus, max du max, là il y en avait vraiment deux, hein, je dirais, sur cette compète en réalité. Euh, Ton point fort, c'est le soulevé de terre. Si tu perds 5-6 kilos sur le squat, c'est effectivement c'est chiant, c'est pas la question. Mais quand tu as une inconnue en plus, tu sais même pas si le mec en réalité il a vraiment la force ou pas de la lever, euh, tu montes pas. Là, je vois pas, en fait, je vois pas un monde où c'est logique de monter dans ce sens-là. C'est juste être, oui, on va dire, oui, mais il y a la troisième place. Oui, mais ouais, attends, on est au premier essai, Coco, doucement, doucement, tu vois. Ça, c'est limite une réflexion qu'un athlète aurait fait. Ça, là, je te rejoins là-dessus. Ce serait une réflexion d'athlète de se dire, mince, putain, j'ai raté. Il me faut vraiment la troisième place. Faut faire un truc, tu vois. Mais en tant que coach, normalement, tu pondères un peu. À la base des bases,
Comme tu l'as dit, en plus, Enaoro, certes, il annonce un gros total, mais il annonce un terre qui est tellement exceptionnel que tu sais qu'il va y avoir une erreur. Ce serait vraiment même presque surprenant qu'il fasse 3 sur 3 avec un, sa mentalité, deux, ses performances. Tu sais qu'il va y avoir un shot, et effectivement, les deux ont les mêmes forces en termes de type de mouvement, mais il n'y a pas le feu au lac en réalité. Et tu passes d'un je peux potentiellement faire troisième à il n'y a rien du tout en fait. Et là, il n'y a pas eu de retour. Enfin, comme je vous dis, il n'y a aucune raison qui vous fait passer, je parle bien du mouvement du squat, mais même du bench en réalité, et aussi à un moindre mesure du terre, il n'y a aucune raison qui vous fait dire j'ai raté mon premier essai, je monte. C'est pas possible en fait. Vraiment, vraiment, s'il y a eu raté, c'est qu'il y avait une raison disqualificative, vraiment, euh, voilà quoi, qui se voit et qui vous vaut disqualification dès le premier. Bon, là, on se demandait si c'était la force ou pas, ben ça on ne sait pas. Au final, ça s'est avéré que c'était la force. Après, la force, c'est plein de choses. C'est savoir l'appliquer, c'est être en confiance par rapport à ses barres. On en revient à ce qu'on disait plutôt sur un soulevé de terre, c'est que ça se construit et quand il y a un fail au premier essai, il faut recréer de la confiance tout de suite. Et de la confiance sur quelqu'un qui a un retard au squat, qui est très longiligne, quand bien même il est progressé et qu'il valent ses chiffres ou pas, ça compte pas. L'entraînement, ça compte pas. Quand on rate un premier essai, on reprend la feuille blanche. Ok, on va pas chercher à. Oui, mais attends, l'entraînement. Mais là, c'est plus l'entraînement en fait. Là, c'est survie. Et la survie, ouais, là pour le coup, l'enjeu principal, c'est valider une barre. Et puis derrière, si tu veux à la limite te dire, bah, je suis dans le rush, il faut faire un gros jump, bah, tu fais le gros jump. Mais tu peux pas reconstruire depuis un premier essai raté. Tu reprends ta base, tu valides ta compète, et après, soit tu dis bah, ce sera total, soit tu dis bah, ok on challenge et on est persuadé qu'il faut ces chiffres-là. Ouais, mais ces chiffres-là, tu peux pas les matcher dès le deuxième essai. C'est, pour moi, ça découle un peu du bon sens, mais parfois on est trop rushé par rapport à ce qu'on attend des performances de l'athlète, plus qu'on anticipe des performances de l'athlète en face, et bien on se retrouve perdu comme ça, et voilà, et c'est con. Yanis en plus, il communique pas beaucoup sur ses perfs en réalité. Je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu un squat à 2,80 passer à l'entraînement, mais je peux pas dire que ce soit genre. Je peux pas dire que 2,65, 2,72 ce soit des perfs non plus qui soient un x5, un x6, un x7. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression non plus que ce soit le cas pour lui. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est pas ce que j'ai vu moi de ses performances. Et ça lève la question là du coup qui est vraiment pertinente, parce que la question de la verticalité, pour moi, ça il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, l'idée de connaître l'athlète vraiment, ça c'est autre chose. Tu l'avais vu toi avec Barsanti que tu gères au bench. Enfin, je te laisse raconter là-dessus, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de communication dans l'ensemble, je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais cette interrogation parce que là, actuellement, donc, on a Alexandre qui prépare les championnats d'Europe de coucher et les seules communications sur l'entraînement qu'on a eues jusqu'à présent, c'est vous nous enverrez vos dernières barres de la dernière semaine de picking et puis ça ira quoi. Donc après, j'imagine qu'un entretien est prévu dans l'hôtel Bah, quelques jours avant bon, le match. Ça, déjà, c'est pas je la le même conçois équipe. très bien. Ça, Mais c'est du bench, c'est pas la ça, même équipe. Moi, de ce que je me souviens à l'époque, il y avait, en tout cas pour les mondes de sur Europe, j'étais plus trop sûr qu'ils avaient demandé le suivi. Mais pour les mondes, c'était update toutes les semaines des paires des trois mouvements. Donc déjà, c'est plus, voilà, c'est plus correct. Là, à l'heure actuelle, je sais pas comment ça fonctionne concrètement sur cette édition-là, en tout cas. Moi, il y avait un suivi un peu plus longitudinal. Mais quoi qu'il en soit, t'as raison, 2 jours avant ou souvent la veille de la compétition, rendez-vous à l'hôtel, dans la chambre avec les entraîneurs, et on demande à l'athlète. Et ça je trouve que ça peut être vraiment un souci. Demander à l'athlète qu'est-ce que tu penses de ta performance. Vous vous imaginez, je sais pas moi, Bolt, on lui demande 2 jours avant, alors tu penses que tu vas faire combien, tu vas faire 9,80 ou tu vas faire 9,60, tu te sens comment, tu vois, genre c'est compliqué de garder une dose d'objectivité en tant qu'athlète. Il y a des athlètes qui sont plus éclairés que d'autres sur leur entraînement, plus objectifs que d'autres. Mais moi, je vous le dis, même en ayant été coach au moment où j'ai fait mes compétitions internationales, je n'avais pas la dose d'objectivité normale, c'est normal, pour dire je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, dans ma tête, c'était 700. Le match a été très bien construit, j'ai fait 6,83, 9 sur 9. J'ai validé la deuxième place. La première place n'était pas atteignable enfin, en tout cas à la fin des fins, elle était loin de moi parce que le monsieur en dessus de moi avait un énorme soulevé de terre. Bon, et ben 6,83, c'était déjà record de France, c'était déjà machin, machin, machin.
très content, pas de souci. Mais le truc, c'est que pourquoi pas appeler le coach en réalité, qui lui a beaucoup plus d'insight, quand la personne a un coach évidemment. Pourquoi ne pas appeler le coach quand il a plus d'insight sur concrètement quels sont les points forts, les points faibles de la tête, parce que une performance donnée sur un picking ou même la performance de la semaine, ça donne des données qui sont voilà, c'est comme si je faisais une update sur Instagram, je fais ma story, ben voilà ce que je vois en ce moment. Voilà, le spectateur moyen n'est pas plus informé que la personne de l'équipe de France. Elle a un petit peu les sentiments de l'athlète, mais le mieux, c'est le sentiment du coach. Parce qu'il y a des zones d'intensité auxquelles on a déjà eu accès, on va dire 2,80 au squat, peut-être pour le cas d'Yanis. Peut-être qu'il y a eu accès une fois dans la prépa. Peut-être qu'en réalité, il a fait plus de 20 kilos sur cette prépa. Et donc, on peut douter, on va dire, à quel point il a rentabilisé ce poids-là, à quel point il est passé dessus souvent. Ok. Je veux dire, entre un mec qui a fait 2,80 une fois dans le picking et quelqu'un qui a fait même pas 2,80, mais qui a fait, je sais pas moi, un 6x2 à 2,75, moi je vais plus croire la capacité du mec qui a fait le 6x2, peut-être 2,75 c'est un peu trop élevé, on va dire même 2,72. J'ai plus de confiance en sa performance à lui plutôt que la personne qui a fait une fois son 2,80. Tu vois, il y a des sentiments de coach. Voilà, je sais qu'il y a des grosses variations de performance chez cet athlète-là. Ok, il a fait telle performance, mais au cours de la semaine, sur ces 3 itérations de squat, il y a ce jour-là où il sous-performait de fou. Ça permet voilà, de calibrer un petit peu mieux le coaching. Et effectivement, s'ils ne le font pas actuellement, peut-être qu'ils le font actuellement, mais en tout cas, ça peut manquer. En tout cas, moi, à mon époque, ça aurait pu amener un peu plus d'insight, quoi. En tout cas, faire appel au coach, ça me paraîtrait être voilà, le plus efficace en réalité. Ouais, c'est pour ça que je Bah me après, tu vas te déplace déplacer, directement en mais si tu Turquie. veux faire quoi? Mais Tu veux les attraper? non, Eh, dans... Barsanti va faire 20 kilos de moins, juste sachez-le. Non, non, mais pour revenir sur le cas d'Yanis, je pense qu'il y a un pont assez facile avec, du coup, c'est Nicolas Perrault qui est le coach. Donc j'imagine qu'il a des liens avec l'équipe de France un peu plus que moi j'en ai en tout cas. Et donc ils sont un petit peu mieux renseignés sur le cas d'Yanis. Pour revenir sur vraiment l'histoire de monter après le premier essai raté, c'est vraiment impardonnable. En fait, une compète, c'est pas juste un moment où on teste ses max, c'est vraiment la concrétisation d'une prépa, de mois, d'années d'efforts. Et c'est là où on voit si vous êtes viable, non seulement à vous confronter aux standards de compétition, mais de répéter les performances que vous avez pu avoir à l'entraînement. Euh, D'autant plus quand on est sur une échéance internationale, ne serait-ce que pour l'aspect psychologique de la performance, euh, un moment où l'athlète est déjà énormément sous pression, avec la pression de ramener une médaille, d'avoir une qualification pour un événement encore plus grand, de se déplacer. Donc là, en Lituanie, on ne peut pas dire que ce soit très loin, mais enfin, c'est Ouais, puis quand attends, même il y a le un voyage voyage en à avion, un Vilnius. changement Non, mais il y a le de changement à culture, Vilnius, de et puis après, il y a climat. eu 4-5 heures de bus pour arriver sur le lieu de la compétition. Moi, je vis dans les pays baltiques, donc en Estonie. Je peux vous dire, l'endroit où ils étaient pour faire la compète, c'est même pas tant l'avion, c'est plus, même pour les athlètes qui se déplaçaient de loin, c'est pas tant l'avion, hein. C'est le Vilnius Kala Kala mes couilles, là. Là, c'était. Enfin, organiser ça dans des coins champêtres dans la Baltique. Oui, forcément, ils arrivaient tous un petit peu touchés. Bon, c'est un petit trend, parce que c'est quoi cette idée de mettre des compétitions où il faut prendre de l'avion? Déjà, il y a des athlètes qui font genre 20 heures d'avion, genre les USA, et derrière, il faut se taper 5 heures de bus un peu, voilà, pour arriver sur le lieu de compète. Bon, ça c'était un petit coup de gueule là-dessus, je vois pas, là je comprends pas trop. Et donc, ouais, pour reprendre un petit peu ma réflexion, après, je vais faire court, mais rajouter une pression sur un athlète qui a loupé son premier essai, c'est vraiment, vraiment une pression dont on se passe en fait. Si vous avez envie de faire ça pour votre compétition régionale et que vous bullez, bon, vous avez perdu votre dimanche, vous allez un peu ruminer 1 ou 2 semaines, et puis vous allez passer à autre chose. Quand vous êtes sur des championnats du monde et que vous jouez une qualification pour représenter votre pays à un événement qui a lieu tous les 4 ans, les Et conséquences ne sont oui, pas les et il mêmes y a en fait. surtout un truc, c'est que Voilà. oui, la troisième place, la troisième place, la troisième place. Déjà, il y a eu un truc, c'est que finalement la quatrième place, elle était potentiellement repêchable. Bon, ça c'est un point. Et il y a surtout qu'en fait, Yanis derrière, il a continué sa compète. Et non, il finit pour. Putain, c'est incroyable. Premier au bench, ouais. Premier au bench et Voilà. il est top Donc bon, 5 je crois, au là deadlift. où je veux en venir, c'est que en ayant 7. validé Mais bon, il est... 2,65, si je me trompe pas, si on fait l'addition, il finit quand même. Il finit 4, mais quasiment. Ah non, avec son 3,35 qu'il a tenté
en dernier essai au soulevé de terre, il aurait fait premier par rapport aux chiffres purs et durs. Alors après, il était plus dans le match et tout, je suis d'accord. Et Naoro pour valider, pour, euh, pour s'assurer la troisième place, il aurait pu pas faire ses jumps de fou, etc. Mais en tout cas, même si sur son squat, il avait fait 2,65 ou 2,72 en troisième essai ou quoi, il était quand même dans la course, quoi. Il n'y avait pas besoin d'aller chase nécessairement un 2,80 ou un 2,77,5 pour qu'il arrive dans la course. Et là, ce qui est dommageable, c'est vraiment l'impression que bah, ça veut rusher, quoi. On a quand même une nation forte, on peut se permettre aussi d'agir en nation plutôt forte. C'est profil dépendant, hein, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que là, on a trois itérations, on va le voir aussi avec l'IA. euh, on agit comme si on avait quelque chose, une mentalité, comme tu dis, un peu poulidor, là, où c'est le dernier espoir à chaque fois, alors qu'on a des mecs qui sont là pour gagner, en fait. Et il faut construire ces matchs pour gagner. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment du rush, alors qu'en vrai, si tu regardes, si tu fais les comptes à la fin, ce qui est facile, je suis d'accord, mais si tu fais les comptes à la fin, il avait quand même sa place, tu vois. Il avait quand même sa place. Et pareil, je reviens sur même le squat en lui-même, tu repasses sur 2,65, tu t'assures qu'il est bien la force, bah déjà c'est pas mal, tu vois. Cela, je peux vous dire qu'en termes de perte de repères, prendre un re-rack, enfin, rater c'est perturbant à la mort. Pour tous les repères spatiaux, mentaux, ça donne une charge mentale plus élevée au mouvement. Y a pas là, dans ce cas-là, il n'y avait aucune raison pour moi de monter. Je donne mon avis perso. Je blâme pas, je dis pas bah, honte, honte, honte. On parle de gens qui sont pour la plupart bénévoles, qui font pas qu'un seul match, qui font plusieurs matchs, qui sont déjà super, un, sympas et deux, compétents et qui enchaînent beaucoup, beaucoup de matchs. Donc c'est pas pour dire, voilà, il faut changer des trucs ou quoi. C'est juste prendre en compte que là, franchement, c'était plutôt une erreur. Si ça peut changer par la suite, s'il peut y avoir une mentalité un peu moins rushy, un peu moins dans le il faut absolument tel total, machin, bah ça peut être mieux, hein. La performance, c'est relatif à la construction personnelle et à la réaction des autres. Et il faut agir plus dans ce sens-là, parce que là, il n'y a eu aucune réaction par rapport aux autres au deuxième essai sur un squat. Tu te dis pas, ah non, mais lui, il a fait ça. Non, là, tu te concentres que sur toi, sur les squats. Ok. Troisième essai d'un squat, tu peux dire, allez, j'ajuste ce que je pense être capable de faire avec ce que lui il a fait. S'il fait énormément, peut-être je m'autorise un petit peu plus. Si au final, je sens que c'est compliqué, ça va être compliqué pour lui de faire ce score-là, je fais mon jump, mais un peu plus considéré. Et voilà, c'est à peu près tout. Sur le squat, c'est les seules considérations que tu peux avoir. Moi, en tant que plutôt squat spécialiste, où je mettais souvent une vitesse aux gens sur les squats, j'ai jamais réellement en fait tenté mes PR au squat que j'ai fait à l'entraînement. Je m'en suis rapproché fortement, mais étant donné que ça me crée une avance, et en plus ça a été souvent le cas avec l'équipe de France, ça a été très bien construit par l'équipe de France, je m'en approche assez pour consolider une avance, pour consolider aussi potentiellement une médaille, première, deuxième, etc. Mais je ne vais pas forcément chercher à battre mon PR ou quoi que ce soit, quoi. Alors voilà, c'est le cas d'Yanis, c'est peut-être le cas le plus parlant de ce que bah, les Américains ou les commentateurs ont pu mettre en avant sur les matchs de l'équipe de France. Moi, je l'avoue, c'est vrai, de ce que je vois, c'est pas parce que je suis français que voilà. Il y a un sentiment où on était dans l'empressement, quoi. Et ça, c'est dommageable. Quand on a une place forte, quand on finit deuxième de la compétition en plus, en tout et pour tout, en termes de lifter au global, bah c'est un peu bête de se mettre dans une position où t'es dans le rush, quoi. Je trouve ça dommageable. Ouais, et puis encore une fois, si on faisait le parallèle un peu avec le Thaïlandais qui était très bien au courant de ses forces et faiblesses, bah là, clairement, Yanis, c'est vraiment une faiblesse le squat. Yanis, c'est Bah, pas il a Russell beaucoup Horry. progressé dessus, tu vois, mais Et surtout avec ses leviers. Ouais, ouais, mais enfin, même si sa meilleure barre c'est plutôt de 80, il finit quand même loin derrière par rapport hmm. au top 5, quoi. Et donc, quand tu vois un mec qui a des fémurs comme ça, qui a une syphose thoracique, avec une tenue de buste qui est dure à tenir, tu peux dire que ses essais, eux, ils vont Mhm. être vraiment taxants, quoi. Tu vois, c'est pas Russell Horry qui a touché je sais pas combien de fois 340 et que bah 328, s'il avait besoin de refaire un essai à 328, il l'aurait refait, quoi. Là, c'est vraiment chaque essai compte. Et voilà. Et alors, pour la petite anecdote, du coup, j'ai recherché euh, les qualifications pour les World Games, etc., les modalités, et il s'avère que les fédérations continentales auraient encore des wildcards à distribuer. Donc, même si tu fais un match entre guillemets décevant et que tu finis à la quatrième place et que tu te places bien proche du troisième, bah, il te reste un petit espoir d'y aller. S'il y en a un qui se retire pour blessure ou une wildcard qui est distribuée.
Voilà, tout reste possible. Mais là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Sur une compétition qui dure 3 heures, ben, au bout d'une demi-heure, t'as déjà fini, quoi. C'est Voilà, ça. Bon, c'est vraiment dommage. ouais, Mais bon, on va passer à la suite dans parce qu'il tous y a les encore cas, des choses à dire force à sur le Yanis. match des femmes. C'est un excellent athlète. Il est à saluer pour sa Ouais, carrière au global qui fait que commencer encore parce il reste jeune. Et il aura plein d'occasions de montrer un potentiel encore plus fort au squat. Au bench, il est à bon niveau, il monte à bon niveau. Moi, je suis sûr que je le vois dans 300 dans pas trop longtemps sur un squat. Et là, on va commencer à discuter très sérieux parce que bah, avec un terre qui est bien placé comme il a, qui peut encore progresser d'ailleurs, c'est pas sa top perf 3,25, ça c'est sûr. Un bench bien placé, un squat bien placé, il pourra faire vraiment des gros ravages et on l'attend sur les prochaines échéances en tant que collègue et en tant qu'athlète, que sportif, pour nous représenter la France. Il va tout péter un moment, ça c'est clair et net. Et si c'est un message plus personnel, c'est pas, on n'est pas le produit de nos petites défaites personnelles comme ça. Il y a toute une carrière à avoir en tête, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de construire vraiment votre carrière. Certes, on est là pour avoir du fun, on est là pour tenter des trucs intéressants, mais à la fin des fins, il y a une partie qui reste aussi, qui est les performances qu'on a réalisées, et ça se construit de manière réfléchie aussi. Ok. Donc, back on track pour Yanis, et on verra ça aux prochaines échéances. Et c'est dommage qu'il puisse pas faire les World Games, mais bon, voilà, on le verra prochain France du coup, en Open. Et ben, on va je enchaîner pense, ouais. forcément avec un match aussi un petit peu curieux. Donc top 2, 69, c'était le top 2 était largement au-dessus du reste. On avait la fameuse bataille entre Carola Gara, l'italienne, et Lia qui... J'ai l'impression qu'il dure depuis longtemps, mais toi tu m'avais dit qu'au final c'était que la deuxième ou troisième fois, non? Moi j'ai l'impression que ça dure depuis longtemps. Non, parce que les deux ont plus ou moins changé de catégorie, donc je crois qu'elles se seront affrontées directement Ouais. qu'à Sheffield. Ouais, puis d'ailleurs, Euh, Puisque l'IA, ça fait déjà quelques années qu'elle est passée sur 69. Carola, elle était restée en 63, elle est montée juste pour Sheffield. Et là, c'est la premier Worlds ouais. qu'elles font Mais toutes les d'ailleurs, deux en ce changement 69. de KT, au final, on voit que pour les deux, c'est un peu bâtard. Parce que bah, c'est des 63, peut-être des, allez, on va dire des 64, Mm. 65 dans l'âme. Ça n'existe pas comme KT, mais voilà, en termes de poids de corps. Et au final, les deux, elles se pèsent à une à 66,5, une à 67,6. Bon, c'est pas des 69 pur et dur. Ce changement de KT féminine, on peut en discuter aussi. Est-ce que ça a été pertinent ou pas? Je sais pas. S'il faut, c'est juste deux lifteuses qui sont très performantes en 63, parce qu'on voit que les autres, elles sont toutes à peu près à 68. Euh, mais bon, pour ces deux-là, en tout cas, c'est vrai qu'une KT 66 ou je sais pas, ce serait le top du top en termes de perf. Mais bon, elle domine Mm, déjà les mm. 69, donc on va pas les plaindre. Mais bon, voilà, on a deux lifteuses qui ont un profil, profil de performance globale similaire, des grosses zones de génie sur certains mouvements. Et donc au final, c'est Carola qui a gagné avec 5,77,5 de total, l'IA derrière avec 5,67,5. Et on a un 17,5 sur la troisième, donc 5,50, 5,45 ensuite. Bon, ça paraît pas énorme sur ce genre de total là, mais on est en catégorie féminine. On n'a pas des marges de manœuvre forcément aussi énormes. Un 17,5, ça représente peut-être un x2 chez les hommes. Peut-être plus, ça dépend comment on le voit. Mais là, sur une catégorie comme ça, j'aurais tendance à partir sur un x2. Donc il y a quand même une grosse différence, même si bah, c'est l'américaine, c'est ça? Non, norvégienne. Norvégienne, je suis bête. Bon, bah, on peut l'espérer, ouais, on peut l'espérer Norvégienne. voir progresser aussi. Hein, c'est pas la question. C'est pas pour dire que ce sera toujours Lia et Carola. Il y a des gens qui montent, mais là on va se concentrer sur le match, notamment de Lia versus Carola, puisqu'on est sur la même réflexion que pour le cas bah, un peu d'Yanis, c'est cette notion générale de rusher un petit peu. Donc le match a un peu été perdu, on va dire. Alors moi j'ai jamais perdu, mais quand on valide au moins un essai au squat. Mais le match a été grandement amputé au squat pour l'IA qui est concrètement un de ses gros points forts en plus du soulevé de terre, en tout cas par rapport à Carola. Carola a un très bon squat aussi, finalement elle l'a battu sur cette compétition-là. Bon, globalement, le jump qui est reproché, c'est une ouverture à 2,12,5 pour l'IA, suivi d'un gros jump à 2,25,5, donc qui était déjà son world record en plus. Elle avait fait. C'était quoi son world record? Ouais, c'est ça. Pour les petites Hmm. historiques entre les deux, du coup, à Sheffield, donc c'était il y a que 3 mois, hein. Lia finit à 585, Carola à 582,5. Donc tu sais déjà
que si elles arrivent toutes les deux en forme, c'est un peu la première qui va louper, qui va courir après l'autre. Du coup, ça va un peu inverser la tendance. Et donc, Lia finit en troisième barre au squat à 2,25 à Sheffield. Donc, c'est son world record qu'elle a pris il y a 3 mois. Donc là, si je suis totalement externe au match et que je me dis, une athlète de ce niveau-là qui a réussi à faire passer son troisième essai world record en deuxième essai en seulement 3 mois d'accumulation après avoir parce que l'IA, elle accumule depuis longtemps. Je me rappelle des derniers Worlds, donc il y a un an, elle avait déjà pas fait sa troisième barre au deadlift pour s'économiser. Alors, il y a peut-être aussi une notion de cash prize, etc. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis qu'elle est pas chez CTSG, on la voit faire des périodes d'accumulation assez longues. Donc là, moi, je suis très surpris de me dire, juste à l'annonce de la deuxième barre, tu vois, euh, qu'elle puisse avoir surcompensé comme ça et être capable de nous sortir un 2,25,5 en deuxième essai et qui bouge comme un deuxième essai, avec de la marge de pourquoi Bah pas là, je vais mettre au pas moins vous 5 kilos mentir, moi je derrière. trouve qu'il n'y a rien qui va en fait. Il y a toutes les données qui s'accumulent, c'est toutes les variables qui te font dire bah, pourquoi elle a fait tant, et j'en vois aucune qui justifie. Donc ça me fait dire que c'est beaucoup subjectif. Ouais. Comme tu l'as dit, période d'accumulation très longue. Aussi, c'est quelqu'un qui est souvent voilà, des douleurs, des blessures, des choses comme ça. C'est récurrent. Donc des douleurs, des blessures, une période courte entre les deux performances, plus une période courte entre les deux performances, plus ce jump qui est sur son world record déjà. Euh, Là, sur ces facteurs-là, je ne vois pas pourquoi. Ensuite, match avec Carola, bah, on sait que ça va être tight finalement avec Carola parce qu'elle a un squat qui est très similaire à l'IA. Donc, c'est quoi l'idée? Mettre la pression? Je pense pas. Parce que tu mets pas de pression sur un squat, hein, je vais pas te mentir. Enfin, surtout sur un deuxième essai, hein. Deuxième essai, voilà, je vois pas où tu pousses quelqu'un à faire un jump inconsidéré. Moi, si je vois mon adversaire qui fait un jump de fou entre le premier et le deuxième, ça me fait pas grand chose, hein, je vais pas te mentir. Troisième essai, ça peut me mettre un coup de rush. S'il est là en position de mettre une sale vitesse sur le squat, ouais, ça m'enjoint à mettre un peu plus. Mais là, du premier au deuxième essai, bah non, chacun regarde son propre match en réalité. Donc là, je vois pas non plus. Et ben, le résultat, au final, c'est que bah, Carola finit sur 2,22, l'IA reste sur 2,12,5. Que dire? Je sais pas pourquoi, je sais pas, frère. Surtout en live, je me souviens pas d'avoir eu la sensation de me dire, waouh, Mais il ce n'y a premier aucun essai, il est premier vraiment essai chez trop les facile. femmes, même Il avec y a la de la marge, vitesse quoi. de la lumière, où tu te dis 13 chez les femmes, peu importe la KT. Enfin non, si, on va dire Sonita, c'est Sonita qui a fait 300 et quelques squats. Bon, ok, 13, ça s'entend. Voilà, mais là, dans Ouais, les... c'est ça, Oula, exactement. j'allais dire une dinguerie là. Mais dans les KT féminines, 13 c'est énorme comme jump, même sur un terre c'est costaud. Là, sur un squat, deuxième essai, bon, on va pas je comprends pas, c'est tout. Je pense que tu comprends pas non plus. C'est ça qui lui coûte le match au final. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Au global, c'est ça qui lui coûte le match. Ouais. Il aurait pu se rejouer le match, mais parce que Carola sur son bench, donc là c'est son gros point fort. Elle a eu deux essais refusés sur son 147,5. Là encore, on peut peut-être faire une pause de minutes sur l'application des règles du bench, où la première année au final, il y a des lifters qui ont vraiment drastiquement changé leur technique. Il y a des lifters aussi qui ont un peu disparu, des lifters qui étaient hors cadre des nouvelles règles développées couchées, avec l'histoire des coudes. Il y avait aussi, enfin là pour le coup, on n'en parle plus, hein, mais la première année, on nous montrait des exemples de bench qui étaient validés, où on se dit, bah tranquille, en vrai, ça va, c'est pas un changement aussi drastique que ça empêche juste les gros pontages ou que sais-je. Euh, Là, au final, on voit que enfin, ce bench-là, au final, c'est le même que celui à Sheffield. Celui à Sheffield, je me souviens plus exactement ce qu'elle avait fait Carola, mais si je me trompe pas, ça avait été validé à 145, quelque chose comme ça. Enfin, là, elle se fait invalider Ouais. les 247,5. Bon, bah voilà, ils se sont réunis encore une fois avant la compète. Ils se sont dit, bon, elle, voilà, un essai, pas plus. Un essai, pas plus. Voilà. De toute façon, il y a pas mal d'images qui circulaient entre des essais qui avaient été validés ou invalidés et personne ne sait dire lesquels sont bons, lesquels sont pas bons. Donc, je soupçonne que la règle va réévoluer d'ici là. Mais ouais, Je sais pas quoi m'attendre non plus pour on sait pas Barsanti, trop. hein, pour Deadlifter aussi, du coup. Je sais pas trop. Mais en tout cas, bon Mm. voilà. Là, encore une fois, Carola, son bench, il est limite. Même en tant que l'équipe de France, je me dis, même si au squat, à la limite, on finit derrière elle, bah là, de ce qu'on a vu là, au final, elle perd 7,5 sur son total
auquel elle pouvait prétendre. Là, encore une fois, c'était rattrapable, quoi. Surtout que le match de l'IA au bench, pour le coup, il a été très très bien géré. 112,5, 120, 125. Bon, voilà, là, ça en rajoute encore un peu plus. euh, Ça rajoute encore un peu plus d'inconnu. Je me dis, bon, bah, c'est bizarre quand même d'avoir autant tenté au squat. Mais bon, voilà. Carola, elle rate plus ou moins son bench, mais elle garde une avance qui est considérable, vu qu'elle lui a mis 10 kilos au squat. Elle aurait pu lui mettre 2, elle aurait pu lui mettre 5. Là, elle lui met 10 kilos au squat. Donc derrière, en lui mettant 15 kilos en plus au bench, bah là, ça devient très compliqué d'aller la rattraper avec 25 kilos de total. Le petit espoir, en plus de ça, c'est que Carola, elle n'a pas un terre phénoménal. Bon, au final, elle fait quand même un très bon terre, hein. Mais fut un temps, elle avait un terre qui était vraiment problématique, au-dessus de 200. Euh, mais bon, avec 25 kilos de différence, bah, il faut aller chercher bah, des chiffres qui sont Uncharted Territory pour l'IA. Et là, c'est compliqué. Je suis allé un peu vite. Je sais pas si tu voulais revenir un peu sur le bench avant ou quoi, mais Non, il y a rien à dire, hein. Même si Carola perd des points sur le bench, elle en perd que 7,5. Donc sur un total, c'est pas beaucoup. Mais quand les deux doivent finir sur le même total et qu'il y en a une qui perd 13 kilos et l'autre 7,5, bah en fait, ça inverse toute la dynamique. C'est-à-dire que l'IA aurait dû sortir du squat avec un peu d'avance, si ce n'est au pire les mêmes barres. euh, Être devancé sur le bench, mais pouvoir le rattraper largement sur le terre et en tirant en dernier, être celle qui met la pression jusqu'au bout et avoir la chance de changer au dernier moment son dernier essai pour voir peut-être même gagner, euh, puisqu'elle est encore, elle est même plus légère avec le même total, euh, ou peut-être s'économisant un peu. Et là, en fait, elle s'est retrouvée dès le départ. Bon, au bench, elle a fait son match, ça y a pas de souci. Mais dès la première barre au terre, devoir coller au total que faisait Carola. Et donc, c'est ce qu'elle a fait jusqu'au dernier essai, mais c'est pas passé. Elle a été forcée de mettre de 40, une barre qui est très difficile pour elle. Je suis pas sûr qu'elle l'ait déjà passée en compétition. Enfin, en tout cas, c'était très très proche de son ouais, RM, ben si ouais, ce n'est ouais, ouais. au-delà. C'est dommageable. On part d'une position où on match très bien avec la personne en face. Alors, c'est bizarre à dire ça comme ça dans le hors cadre powerlifting. Mais là, niveau performance, c'est très très serré. Tu sais que elle a un mouvement où elle a une force, mais elle a une force qui est aussi sa faiblesse parce que sa technique, elle est limite. Donc même sa force, en réalité, elle peut être annihilée par le jugement, ce qui a été le cas en plus. Tu sais que ta force, tu as deux forces, c'est le squat et le terre, tu partages le squat avec elle comme force, bah juste tu matches avec elle au squat, tu attends de voir ce qu'elle fait au bench, et au terre, bah, c'est là où tu dois utiliser ta force principale, quoi. Parce avec des ratés sur le squat, tu te taxes aussi à la mort, et derrière, tu t'amputes un peu ton point fort qui est le soulevé de terre, quoi. Enfin, c'est une question de momentum, d'accumulation, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, et savoir que agir sur son concurrent, ça se fait au squat sur un troisième essai, au bench c'est de la gestion, et au terre, là on discute entre celui qui va gérer son terre plus ou moins pour maintenir, et celui qui va set the tone, tu vois. Là, tu es dans une position où tu chasses quelqu'un qui se dit bah, je peux être conservateur sur mon terre en plus, parce qu'à la fin des fins, Carola a fait 2,15, vraiment facile. Alors bon, après, on peut toujours se dire qu'à 5 kg de plus, elle aurait pu fail parce qu'il y a des problèmes au soulevé de terre. Mais en attendant, elle a juste maintenu son avance très tranquillement. Elle nous a fait 7,5 et 5 en termes de jump. On voit bien qu'elle gérait. Elle s'est dit, bon, bah là, c'est une zone plus ou moins confortable. L'IA, elle aurait pu tirer sur un 2,40 dans un monde à l'entraînement, etc. Mais là, elle avait pas la possibilité de. Non, là, le match, il a été sabordé dès le démarrage. Et ça, encore une fois, je vais le répéter, hein, mais ça dénote une notion où, qu'on soit underdog, qu'on soit favori, qu'on soit equal, j'ai l'impression, dans tous les cas, il y a une notion où on veut rusher, quoi. Là, on a trois profils différents d'athlètes français. Et dans les trois profils, ils ont des matchs très différents, ils ont des possibilités, des opportunités très différentes et des concurrents très différents. Et au final, le seul truc qui ressort de tout ça, c'est voilà, une notion de mais non, il faut ce total-là, il faut ce chiffre-là, absolument, absolument, dès le début, alors que tu construis un subtotal, tu construis pas ton total définitif tout le temps. C'est dommage, parce que de 35, ça aurait pu être déjà plus envisageable s'il y avait eu un squat en plus, etc. Enfin voilà quoi, là, je sais pas, c'est peut-être à réfléchir, c'est peut-être encore un peu plus curieux qu'avec Yanis parce que bah, le premier essai a été validé, il y avait une belle construction à faire.
Yanis, il y a eu une erreur de jugement de se dire bah, il a plus alors qu'il avait déjà raté. C'est une autre forme d'erreur. Mais là, pour le coup, enfin, c'est. Ouah, je suis bien rentré dans mon match. Et si on allait tenter la vie ou la mort, quoi. C'est curieux, Ouais. curieux. Et bah, derrière, Carola, elle gère très bien son match malgré son bench. Bah, là, pour le coup, j'ai presque envie de dire sur le jour J, elle peut pas mieux gérer son match au bench parce qu'au final, 140 c'est validé. Il y a beaucoup de place. Pourquoi pas 147,5 hein, s'il n'y a pas, voilà, il y a pas de truc où je me suis dit bah, je manque de force ou quoi. Le fait est que c'est l'arbitrage. Là, elle, par contre, pour le coup, Carola, elle va pouvoir prendre les infos de cette compète où elle a fait première, elle va aller Sheffield, etc. Elle va aller au prochain Sheffield avec les datas de se dire ok, il faut encore travailler sur mon bench. 140, ça va au niveau de ma position. Apparemment, au-dessus, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ajustement? Elle sort avec le win, avec Sheffield, et en plus avec des leçons pour la suite. Que l'IA, elle va du coup devoir chercher la wildcard ou elle a été sélectionnée au final? Je sais pas du tout. Je pense Voilà. va devoir aller Donc, et chercher puis, la il y a wildcard. plus que deux places, je crois, en wildcard, si je ne me trompe pas. De place chez les hommes, mais peut-être il en reste un petit peu plus chez les femmes, hein. Hmm. Je Ouais, regarde mais du coup, en enfin, temps réel. c'est con, ça nous fait perdre aussi des médailles au sens de l'équipe de France, entre Yanis qui aurait pu jouer la troisième jusqu'au bout, ça fait perdre des points. L'IA, ça fait perdre une médaille d'or. Après, je dis pas, hein, ça c'est déjà grande félicitations à Carola, elle a fait une top performance, son squat il est insane, son bench est énorme aussi, et son terre elle progresse de plus en plus et on sent qu'il y a de la marge. Euh, En termes de dynamique que ça instaure entre la rivalité qu'il y a sur les deux athlètes, l'upper end il est partout pour Carola. Il est sur le squat, il est sur le bench, il a toujours été, mais voilà. Et il commence à être même du côté du terre aussi parce qu'on a vu que l'IA elle était friable, bon, à très 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 haute intensité, mais elle était aussi friable sur le terre et Carola elle était sur la pente montante avec de la marge. Donc ça met pas une super dynamique, ça va demander beaucoup de ressources personnelles à l'IA pour revenir. On lui souhaite tout le meilleur là-dessus pour, pour s'aligner à l'entraînement et repartir déjà sur les mêmes performances au squat, continuer à faire le beau boulot sur le bench. Et bah, voilà, en fait, c'est juste revenir à ce niveau-là et pouvoir se perfectionner un peu parce qu'il y a Carola qui est montante et qui, hors blessure, hors circonstance, bah, attends, j'aurais tendance à dire, part sur une belle phase de progression. Voilà, avec un match même gagné par Carola, mais qui aurait été gagné serré, bah, chacun se serre la main, et puis chacun est dans une dynamique positive, chacun a sorti des performances. Là, dans ce cas-là, bah, l'IA, elle sous-performe dur au squat en tout cas, et ça ne la met pas dans des belles dispositions pour la suite. Moi, j'aimerais peut-être finir là-dessus en termes de discussion, puisqu'on parle de match, etc. Le but d'une compète, c'est aussi pouvoir. C'est pas la vie ou la mort en fait. Il faut pouvoir construire l'athlète. Et construire l'athlète. Et franchement, en junior, l'équipe de France, ils l'ont super bien fait avec moi et avec d'autres. C'est. Tu construis l'athlète et tu construis la carrière de l'athlète aussi. Il faut le mettre dans des bonnes dispositions, tout en jeu de Sheffield, de qualif, etc. mis à part. Il faut que ça se finisse sur une bonne dynamique. Voilà. Quoi qu'il advienne. Des fois, il faut aller chercher la vie ou la mort. Mais il faut construire ça pour être en position de le faire et de ne pas avoir de regrets après. Parce que rater ce match sur un squat, ça laisse beaucoup de match sur un terre. Dernier mouvement, on est fatigué, voilà, ça laisse juste, voilà, je dois travailler sur mon terre. C'est le mouvement, c'est la fin de compète. Peut-être même que je dois travailler sur ma gestion d'énergie à la compète. Alors que quand tu commences sur des embûches au squat et beaucoup au bench aussi, eh ben, ça te remet en question sur beaucoup, beaucoup plus d'autres plans de ta carrière. Ça fait forcément aussi un total pourri à la mort, parce que je suis désolé, tu peux rater un peu ton terre et quand même t'en tirer avec un total qui est convenable. Mais si tu rates ton squat et ton bench, ou trop l'un des deux, eh ben, là, ton total, tu peux faire ce que tu veux avec, il sera amputé, quoi. Il sera largement amputé, beaucoup plus. Donc, dommage. Dommage, je suis un peu. Ouais, là, peut-être je suis fatigué, du coup, je dis des conneries, mais je suis un peu déçu, tu vois, quand même. Ça, c'est quand même des lifters qui sont en belle position. Pana, il n'y a pas grand-chose à redire dessus. Il y a quelques petits jumps par-ci par-là, voilà, mais sinon, global, il a bien géré sa compète. Euh, mais je sais pas, dans la dynamique, en tout cas, j'aimerais bien qu'on se mette en tête, l'équipe de France, les Français, que voilà, on n'est pas éternel underdog, surperformance éclaboussante comme ça, pas prévu et tout. Au bout d'un moment, il faut consolider aussi une place de nation dominante dans le sport. Il y a des questions aussi plus générales dans le sport où on se demande ouais, pourquoi les États-Unis ils dominent autant. Il y a plein de facteurs, mais aussi au bout d'un moment, il y a des nations qui savent bien gérer des positions et les consolider en fait. Alors ça aide quand tu as plus de gens, ça aide évidemment, mais
il y a des petites nations aussi qui surperforment dans des domaines et qui consolident leur place. Et il y a des raisons à tout ça. C'est une mentalité. Cette mentalité va donner des guidelines. Ces guidelines-là vont donner des comportements de compétiteurs différents, un esprit sportif différent, une culture qui va changer. Et on parle souvent de la culture sportive en France qui a besoin de changer. Et elle change aussi en changeant sa mentalité par rapport au sport. Et voilà, c'est plus généraliste, mais à un moment, on a une belle place. Dans le monde entier, on est deuxième meilleure nation. Consolidons, et il n'y a que y a qu'en consolidant qu'on va aller chercher à titiller les autres, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout chez le côté féminin où on finit deuxième à un point. Donc une fille qui finit une place Mm. plus haut, bah, on passe devant les États-Unis, on devient la meilleure nation du monde, comme on a été sur les deux, trois dernières éditions. Et il faut un petit peu assumer ce statut, entre guillemets, et, euh, et se diriger vers une approche beaucoup plus professionnelle, en fait. Beaucoup plus tête froide. Ouais, c'est ce que je dirais. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment... ouais, comme tu dis, on n'a pas le temps, il faut absolument qu'on fasse euh, la meilleure performance, la plus scintillante, alors que des fois il faut juste assurer un petit peu. Je voulais revenir juste sur peut-être un dicton qu'on entend, mais c'est euh, on, est on est toujours aussi bon que notre dernière performance. Alors c'est vrai médiatiquement, mais dans la vie d'un sportif, c'est absolument pas vrai. Et bien au contraire, une carrière, ça se construit encore plus quand c'est un sport à maturité tardive, où les carrières peuvent durer de plus en plus longtemps. On a accès à des salles de plus en plus jeunes, et donc potentiellement, vous allez faire 10, 15, 20, 25 ans peut-être même dans ce sport. Mais au final, si tout le reste est bien géré, que la carrière est bien construite, au final, ce sera un non-événement, la performance de l'IA à l'échelle de sa carrière. Donc, faut Napoléon pas perdre disait il faut ça de vue regarder non le plus. champ de bataille d'un œil sec. Exactement. Et oui, Sec, ouais, comme toujours. Ma foi. il avait Eh raison. ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a fait une belle heure 50 bien chargée. Je pensais pas qu'on allait faire autant, mais il y avait à dire. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné Mm. des vues vraiment sur multidimensionnelles. On a discuté bah, du powerlifting dans son ensemble, de ces worlds, qu'est-ce qu'il nous raconte. On vous a donné un point de vue de coach, vraiment d'insider sur la gestion des matchs, ce qui n'est pas toujours, ce qui est un petit peu plus rare, surtout en France, j'ai l'impression. Euh, on vous a donné aussi nos petites tactiques, nos petites stratégies, et surtout vous avez vu un peu notre culture par rapport à la gestion des matchs, à la performance en compétition. Donc normalement, vous ne ressortez pas qu'avec juste une review, mais vous sortez avec vraiment une analyse en profondeur. On a pris de notre temps pour le faire, on a même pris 2 fois de notre temps pour le faire, par ma faute. Donc, si vous voulez. Ouais, bah, c'est peut-être mieux qu'on les. La première C'est fois, on a peut-être pris mieux encore qu'on les plus de refait temps. Je crois qu'on a fait 2 heures ou deux de heures ce et point de demie. vue-là. Mais bah, écoutez, si vous Ouais, voulez nous c'était rétribuer concis. pour ce temps, cette information, cette éducation gratuite qu'on vous propose, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous devez même, faites-le. De toute façon, on est 50 à faire de la force athlétique en France, ce serait bien que vous vous manifestiez, les gars. Ce serait bien. Donc, like, commentaire, blablabla, abonnement à la chaîne. Et si vous êtes intéressé par notre approche, notre culture de la force athlétique, on est tous les deux coachs évidemment. Vous pouvez aller voir le pricing sur le site Nikaya Powerlifting. Il y a aussi les petits t-shirts, on a peut-être dû les mettre d'ailleurs, mais les petits t-shirts Nikaya sur le site internet. Et puis si vous voulez nous contacter pour un coaching, ça se passe en DM sur nikaya.powerlifting sur Instagram. Merci à tous, on enchaîne, à la semaine prochaine.